psychologie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Cité. Je dirige le laboratoire de psychologie de développement et d'éducation de l'enfant au CNRS. Donc c'est un laboratoire dans lequel on est une soixantaine et on essaie de comprendre quels sont les mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Et donc dans ce laboratoire, il y a des gens qui travaillent sur la question de l'apprentissage du langage oral, de l'apprentissage du langage écrit, des mathématiques, de la prise de décision, de la créativité, du raisonnement, de la pensée critique. Et la particularité du laboratoire, c'est plutôt d'essayer de comprendre quels sont globalement les mécanismes qui sont communs à l'ensemble de ces apprentissages. Comment le contexte, et notamment le contexte socio-économique des familles, peut avoir un effet sur ces mécanismes transversaux impliqués dans les apprentissages. Et pour ce faire, on utilise différents types de techniques, y compris l'imagerie par résonance magnétique. Donc on met des enfants très jeunes dans l'IRM, dès 3 ans. Il y a des enfants qui viennent au laboratoire de façon répétée dans le temps pour regarder comment leur cerveau se transforme au cours des apprentissages, tous les apprentissages dont on a déjà parlé, et évidemment les apprentissages scolaires fondamentaux. Ça, c'est notre recherche fondamentale, on va dire. Et puis, il y a une grosse partie de nos recherches que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, qui sont des recherches plus appliquées, interventionnelles, dans les écoles, dans lesquelles on co-construit avec des enseignantes et des enseignants, certains qui sont là, des séquences pédagogiques, et ensuite, on essaie de tester l'efficacité de ces séquences. En gros, on fait comme ce que vous faites déjà dans vos classes, de l'innovation pédagogique, co-construite évidemment avec des enseignants, parce que notre expertise n'est évidemment pas du côté de la pédagogie, nous on est plutôt des experts du cerveau qui apprend, et du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et sur la base de ces séquences qu'on a créées avec des enseignants, on évalue objectivement ce que ça produit sur les apprentissages des élèves ou la réduction des inégalités. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose que vous devez avoir en introduction d'une journée d'innovation. C'est qu'il faut de l'innovation pédagogique dans toutes les classes, et vous en faites en permanence. Par contre, il faut que vous évaluiez. Ça, c'est un vrai problème de notre système éducatif, c'est qu'on n'évalue pas systématiquement les innovations pédagogiques qu'on essaye de mettre en place. Et c'est hyper important de le faire, parce qu'il y a plein d'innovations qui sont hyper efficaces que vous mettez en place dans vos classes, et pour autant, on ne peut pas les généraliser, parce qu'on ne sait pas, d'une certaine manière, à quel point elles fonctionnent sur les apprentissages des élèves ou la réduction des inégalités. Parce que votre impression subjective que ça marche, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si vous voulez des politiques publiques, si on veut pouvoir convaincre les rectorats qu'il faut faire de la formation continue sur les innovations pédagogiques que vous avez mis en place, en fait, il n'y a pas d'autre solution que cela. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête, parce que vous pouvez le faire même à l'échelle très locale de votre établissement. Il n'y a pas besoin de faire ça sur 30 établissements. Vous pouvez très bien, avec un collègue ou une collègue, elle va utiliser, ou lui va utiliser un type d'innovation pédagogique sur une séquence donnée, par exemple en mathématiques. Vous allez utiliser une autre approche et vous comparez simplement, vous avez les mêmes évaluations avant-après sur vos élèves, simplement pour regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors évidemment, il y aura un effet maître, on est tous d'accord là-dessus, mais en passant progressivement à l'échelle, vous pourrez trouver et identifier finalement des innovations qui fonctionnent réellement. Parce qu'une autre problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'innovations qu'on met en place, sauf qu'en fait, elles profitent aux élèves les plus favorisés. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que le problème fondamental de notre système éducatif, c'est les inégalités éducatives. Vous ne laissez pas berner par l'espèce de discours passéiste sur les élèves avant, ils étaient mieux, c'est toujours moins bien aujourd'hui, et ainsi de suite. Non, la vraie problématique aujourd'hui, c'est la problématique des inégalités sociales et des inégalités éducatives. Et donc, comment on arrive à créer une innovation pédagogique qui réduise les inégalités? Ça doit être notre boussole permanente. C'est-à-dire que, oui, c'est très bien de faire de l'innovation, mais si ça fonctionne que pour les élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés, que ceux qui sont déjà bons en maths, que ceux qui sont déjà bons en français, globalement, en fait, ce n'est pas forcément les bonnes innovations qu'il faudra essayer de déployer de façon globale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer systématiquement, libérer l'innovation, mais gardez quand même un peu, et soyez vigilants à l'idée que ça fonctionne pour ceux qui en ont vraiment besoin, parce qu'il y a quand même plein d'exemples dans la littérature qui montrent que beaucoup de ces innovations pédagogiques, en fait, elles fonctionnent pour les élèves qui sont déjà ceux qui sont moins en difficulté, en fait. D'accord? Donc je pense que ça, c'est un véritable enjeu, c'est d'aller effectivement s'assurer que ça fonctionne pour les élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés. Et de ce point de vue-là, je sais que vous ne les aimez pas, les évaluations nationales, mais en fait, les évaluations nationales, c'est absolument génial pour faire de l'évaluation, de l'innovation pédagogique. Vous n'avez pas besoin de tout évaluer, il y a les innovations
il y a les évaluations nationales. Si vous êtes en CE1, que vous faites de l'innovation pendant toute l'année et qu'en CE2 vous regardez et que vous allez un peu plus progresser que dans les autres classes, bah, globalement c'est que ça a marché ce que vous avez mis en place. Donc c'est ce à quoi ça sert les évaluations nationales. Je vous passe la parole juste après. Et je rappelle, contrairement au fantasme parfois qui est diffusé dans la communauté éducative, les évaluations nationales c'est fait par des enseignants. C'est des enseignants qui sont pris au ministère et qui construisent les évaluations nationales. Ce n'est pas des chercheurs, à part un chercheur qui est complètement fanatique de la ligne numérique, mais à part celui-là, le reste, c'est des enseignants qui construisent pour d'autres enseignants des évaluations qui sont les évaluations nationales. Gardez ça quand même en tête, parce que pour travailler à la DEP en permanence, c'est bien des enseignants qui sont détachés, qui travaillent sur ces évaluations nationales. Oui, vous avez une question? Oui, est-ce que vous pouvez essayer de parler sans micro, parce que quand vous parlez à la micro, ça fait un souffle et c'est très agréable. Merci. Ok. Très bien. Parfait. Ok, ça marche si je parle comme ça? Parfait. Ok, donc ça c'était le propos très préliminaire. Je vais essayer de maintenant rentrer un peu dans la problématique des inégalités, puisque c'était la thématique de votre journée. Je vais vous montrer qu'en fait ces inégalités elles se construisent très tôt, évidemment, bien avant l'entrée à l'école, et que ces inégalités elles ont une réalité biologique. Elles ne relèvent pas simplement d'un déterminisme social. Ce déterminisme social, en fait, il existe aussi parce que le milieu social d'origine impacte le cerveau en développement. Et ensuite, je vous montrerai globalement sur quels mécanismes jouent ces inégalités sociales, mécanismes impliqués dans les apprentissages, et comment on peut essayer d'imaginer des dispositifs qui permettent de réduire un peu les inégalités. C'est ça que je vais essayer de faire dans l'heure et demie que nous avons ensemble. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. D'accord, c'est mieux si on fait un dialogue. Donc, dès que vous avez une question, si vous n'êtes pas d'accord, pas de problème, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Après, il faut juste réussir à argumenter. C'est juste, ne me dites pas, je ne suis pas d'accord, et surtout ne faites pas, parce qu'on n'a pas de temps. Les témoignages, c'est très bien, mais là, on n'a pas de temps sur les témoignages. Donc, si vous avez une question, vous me posez la question, mais pour me dire, oui, bah alors moi, je crois que... Non, c'est une question, j'essaie de vous répondre, on essaie d'avancer, parce que sinon, on perd du temps. Ok, très bien. Il y a plein de choses que je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder le 21 du Lapsidé. C'est un blog scientifique avec un comité éditorial constitué par les doctorantes et les doctorants du laboratoire. Et chaque 21 du mois, ils essayent de diffuser des connaissances au sens large à la communauté éducative. C'est totalement gratuit d'accès, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et on va commencer directement par le cœur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, cette notion de cerveau et comment l'environnement impacte le cerveau en développement. Donc, je rappelle très rapidement, la particularité du cerveau humain, c'est qu'il commence à se développer très tôt in utero. Quelques jours après la fécondation de l'œuf, on a déjà les prémices d'un système nerveux central, c'est-à-dire quelques cellules nerveuses. Puis ces cellules nerveuses se multiplient de façon extrêmement rapide pendant la période de gestation. Et globalement, le cerveau humain va se développer pendant ces 9 premiers mois du temps intra-utérin. Et puis, après la naissance, ex-utéro, le cerveau humain a une particularité, c'est qu'il se développe pendant extrêmement longtemps après la naissance. Il faut 20 à 25 ans pour qu'un cerveau humain soit constitué, organisé comme un cerveau adulte. D'accord, ça prend extrêmement longtemps. Le temps du développement cérébral, il est extrêmement long dans l'espèce humaine. Il est beaucoup plus long que dans d'autres espèces. Je parlais hier avec une anthropologue qui m'expliquait que globalement chez les macaques, le fœtus d'un macaque ou un bébé macaque, quand il naît, son cerveau fait déjà 50% du volume d'un cerveau de macaque adulte. Chez un enfant humain, c'est 25%. Vous voyez toute la différence entre les espèces qui peut exister. Et la particularité de ce cerveau humain, c'est qu'il se développe en très longtemps, 20 à 25 ans, et pendant cette période de 20 à 25 ans, la particularité du cerveau humain, c'est qu'il est extrêmement plastique. Plastique, ça veut dire quoi? C'est très simple, ça veut simplement dire qu'il se reconfigure très rapidement du fait de la pression de l'environnement et ou des apprentissages. D'accord? Donc tout apprentissage, par définition, entraîne une transformation du cerveau. Et c'est vrai sur des échelles de temps extrêmement courtes. Au bout de quelques minutes, il y a déjà des transformations du cerveau humain en réaction à tout type d'apprentissage, que ce soit un apprentissage dans le cadre formel, un apprentissage fondamental à l'école, ou que ce soit des apprentissages qui s'opèrent dans la cour de récréation. De la même manière, vous avez des transformations
en réaction à l'acquisition d'une nouvelle compétence. Et ça s'opère à des rythmes beaucoup plus importants entre 0 et 25 ans, mais ça continue évidemment à s'opérer à l'âge adulte. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt de venir là ce matin. Vous ne retiendriez absolument rien de ce que je vais vous raconter. Mais là, si vous êtes suffisamment intéressé, suffisamment motivé par ce que je suis en train de vous dire, a priori, il y a déjà des transformations qui s'opèrent dans votre cerveau, si vous retenez un peu de ce que je suis en train de vous raconter. Donc cette plasticité cérébrale, elle s'opère à des rythmes très importants, beaucoup plus importants chez l'enfant et chez l'adolescent. L'autre particularité du cerveau humain, c'est qu'il se développe à des rythmes différents dans les différentes régions cérébrales. Est-ce qu'il y a des collègues du second degré ici? Oui. Ok, super. Et donc, que ce soit pour ceux qui sont dans le premier degré en cycle 3 ou ceux qui sont dans le second degré en cycle 3, cycle 4 ou au lycée, ben, globalement, la particularité du cerveau humain, c'est que comme il se développe à des rythmes différents dans les différentes régions cérébrales, ça fait émerger une région un peu particulière qui s'appelle l'adolescence. Ça, c'est ceux qui ont la chance d'avoir des adolescents, soit dans leur classe, soit à la maison. Vous voyez que c'est une période un peu particulière de la vie. Et en fait, ça, c'est une période neurobiologique de la vie. Ce n'est pas, globalement, une période qui est déterminée par simplement ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant, la construction de l'identité. Ça, bien sûr, c'est une période de construction de l'identité. Mais si elle émerge avec des comportements spécifiques, un accroissement de la prise de risque, des comportements qui sont différents en fonction du moment où les adolescents sont seuls ou sont en groupe, tout ça, c'est dépendant du fait que le cerveau se développe à différents rythmes dans différentes régions. Et notamment, la caractéristique de l'adolescence, et j'y reviendrai, c'est que c'est un moment de la vie dans lequel les régions émotionnelles du cerveau se développent plus rapidement que les régions qui sont engagées dans la régulation émotionnelle. Et c'est pour ça que vous avez un moment de la vie dans lequel c'est beaucoup plus difficile de réguler vos émotions et vos comportements. Et c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes en cycle 3, vous pouvez avoir eu des élèves en CE2 qui étaient parfaitement capables de réguler leurs émotions, ils passent en CM1 et rentrent dans la puberté, pour certains d'entre eux, évidemment pas pour tous, et à ce moment-là, ce même élève commence à avoir des difficultés de gérer la frustration, d'avoir des difficultés de régulation de ses émotions, et en fait ça c'est dû à la façon dont son cerveau est en train de se développer. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réguler ses émotions, ça veut simplement dire que c'est plus difficile. Ok? Ça, c'est la particularité du cerveau humain. Il y a, dans cette période du développement cérébral, des périodes dans lesquelles la sensibilité à l'environnement et la plasticité est encore plus forte. C'est les 1000 premiers jours de la vie, vous en avez entendu parler, on vous a tous dit, attention, les 1000 premiers jours de la vie, c'est hyper important, parce que le cerveau se développe à des rythmes extrêmement importants, et du fait de ce développement cérébral extrêmement rapide, ben, globalement, le cerveau est très plastique, et si on a des environnements qui sont non optimaux pour le développement cérébral, ben, on impacte très fortement le cerveau à ces âges. Okay? Mais ce qu'on vous dit peu, c'est que la période de l'adolescence, qui est très très longue hein, dans l'espèce humaine, vous rentrez dans l'adolescence, pour les filles entre 8 et 12 ans en moyenne, pour les garçons entre 10 et 14 ans, et ça se finit à 25 ans. Donc c'est une période de la vie très 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 longue du développement cérébral, et cette période, globalement, elle se caractérise par une plasticité qui est aussi forte que pendant les 1000 premiers jours de la vie. Donc gardez quand même ça en tête, il n'y a rien de déterministe, il y a toujours des leviers d'action. Même si vous êtes dans le second degré, il y a tellement de plasticité cérébrale à ces âges de la vie qu'on peut toujours compenser pour des apprentissages qui n'auraient pas été forcément optimaux dans les premières années de la scolarité. Il y a toujours des leviers. Je ne dis pas que c'est extrêmement simple de les mobiliser, je dis simplement que, en tout cas, il y a de la plasticité disponible et on peut faire bouger les choses. Ok? Je le dis en préalable parce qu'ensuite je vais vous montrer quand même l'effet de l'environnement sur le cerveau en développement. Ce que vous voyez ici, toutes ces régions qui sont en rouge et en jaune, c'est l'ensemble des régions dans le cerveau humain dont la trajectoire de développement, exactement ce que vous voyez sur la gauche, là, c'est les différentes trajectoires du développement cérébral, sont impactées par le milieu social d'origine de l'enfant. Et c'est pas, vous voyez, une petite région du cerveau, c'est quasiment, on ne représente qu'un des deux hémisphères, mais vous avez à peu près la même image dans l'hémisphère gauche, c'est que une grande partie des systèmes et du développement des systèmes dans le cerveau humain sont impactés par le milieu social d'origine dans lequel l'enfant se développe. Et si vous regardez en particulier quels sont ces systèmes plus spécifiquement qui sont impactés par l'environnement dans lequel l'enfant grandit, ben vous allez retrouver les systèmes liés à l'apprentissage du langage oral, les systèmes liés à l'apprentissage des règles, les systèmes liés à la mémorisation à long terme des informations, et notamment des informations sémantiques, celles que vous enseignez en tous les jours dans vos salles de classe, et la capacité à réguler les émotions.
Globalement, vous avez touché tous les systèmes dont vous avez besoin pour apprendre, sans exception. Et ça, c'est vrai 4 mois après la naissance. 4 mois après la naissance, les trajectoires de développement cérébral divergent en fonction du milieu social d'origine. Okay? En fait, c'est pire que ça. On est capable aujourd'hui de faire de l'imagerie, de l'IRM du fœtus, donc in utero, et on est capable de montrer que déjà, pendant la période fœtale, l'environnement intra-utérin, le fait que certaines femmes soient plus exposées à du stress chronique que d'autres femmes, notamment dans les milieux sociaux dans lesquels il y a un stress économique plus important, déjà ça impacte les trajectoires de développement. Donc ça commence très tôt, ces inégalités. Elles s'inscrivent très tôt dans ce substrat biologique qui est le cerveau, qui nous permet d'apprendre. Sans cerveau, il n'y a pas d'apprentissage. Oui, bien sûr, un cerveau dans un corps, on est tous d'accord là-dessus. C'est évidemment hyper important le corps. Enfin, je rappelle qu'un corps sans cerveau, il n'y a pas d'apprentissage. Hein. Okay, sauf si vous êtes des blocs, mais vous n'êtes pas des blocs. Okay, donc vous avez besoin d'un cerveau pour apprendre. Donc l'impact, l'environnement impacte le cerveau en développement, c'est-à-dire le substrat biologique de nos apprentissages. Alors c'est évidemment pas la classe sociale qui produit ça. C'est des caractéristiques de l'environnement qui sont surreprésentées dans certaines classes par rapport à d'autres. Vous pouvez trouver des environnements très favorisés dans lesquels vous avez beaucoup de stress chronique. C'est pas impossible. Mais c'est juste plus souvent le cas dans les milieux sociaux les moins favorisés. Et le premier des stress, c'est évidemment la première des inégalités, c'est les inégalités face au stress. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face au stress auquel on est soumis quasiment dès la naissance. Quand vous vivez dans un milieu social défavorisé, il y a un stress économique qui est subi par les parents, et ce stress économique, il vous impacte aussi en tant qu'enfant. Et quand vous êtes soumis à du stress tous les jours, pendant des périodes de temps extrêmement longues, ce que ça a comme impact, c'est d'augmenter le taux de base de cortisol dans votre corps. Vous savez ce que c'est que le cortisol? C'est l'hormone du stress. Vous en ressentez quand vous devez, par exemple, prendre la parole en public. Potentiellement, vous avez un petit pic de cortisol, ça c'est ce qu'on appelle le stress aigu. Mais là, ce n'est pas ce dont on parle. Là, on parle du stress chronique. C'est des enfants qui, tous les jours, pendant des mois, des années, sont soumis à du stress. Et donc, la problématique, c'est que ce cortisol, il a la capacité de passer la barrière hémato-encéphalique et de venir se fixer sur des récepteurs dans le cerveau humain. Et c'est comme ça que ça vient affecter les trajectoires de développement dans le cerveau de l'enfant. Donc, première forme d'inégalité, le stress. La deuxième forme d'inégalité, c'est le sommeil. On n'est pas tous égaux face au sommeil. C'est-à-dire que si vous vivez dans un espace réduit dans lequel il y a beaucoup plus de monde au mètre carré, par définition, vous allez moins bien dormir. Que soit vous avez votre chambre pour vous tout seul en tant qu'enfant, soit vous êtes 2 ou 3 dans la chambre, soit pire, vous allez dormir dans le salon avec vos parents parce que de toute façon, il n'y a pas de place. Et ça, évidemment, que c'est plus représenté dans les familles les moins favorisées. Et ça, comme le sommeil, ça a de multiples impacts, mais notamment un impact sur la mémorisation, parce que quand vous dormez, tous les mécanismes de consolidation des informations que vous avez apprises pendant la journée s'opèrent pendant la phase de sommeil. Donc en fait, la phase de sommeil, ce n'est pas du tout une phase dans laquelle on est inactif du point de vue des apprentissages. C'est une phase extrêmement active de nos apprentissages. Tous les mécanismes de neuroplasticité liés à la mémoire humaine et à la consolidation des informations en mémoire à long terme s'opèrent pendant la phase de sommeil. Donc si vous dormez moins dans certains environnements, par définition, vous allez moins bien apprendre. D'accord? C'est-à-dire que tous les apprentissages de la journée ne vont pas se consolider, et c'est comme si vous remplissiez globalement un sac troué, vous mettez des informations pendant la journée, et ces informations ne se consolident pas pendant la période de la nuit, ou la période de la sieste. Et ça a une implication directe sur les politiques publiques, et notamment sur les politiques éducatives. Il faut laisser tous les enfants qui en ont besoin, ceux qui en ont besoin, on est tous d'accord là-dessus, c'est pas tous les enfants qui en ont besoin en maternelle, jusqu'à la fin de la grande section de maternelle, doivent pouvoir faire la sieste. C'est une mesure d'égalité sociale et d'égalité devant les apprentissages. On ne fait pas rien quand on dort. On consolide les apprentissages. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Ne pensez pas que globalement c'est du temps d'apprentissage en moins. Pas du tout. C'est une mauvaise façon de regarder cette problématique-là. Au contraire, c'est du temps d'apprentissage engagé du fait de cette période de consolidation des informations qui ont été apprises pendant la journée. Donc le sommeil, c'est absolument critique. Ok. Dernier aspect, évidemment, les pratiques parentales. Oui, pardon.
quoi? Non, s'ils n'ont pas besoin de dormir, il faut que vous ayez une approche fonctionnelle. C'est-à-dire que s'ils vont très bien, si ils régulent parfaitement leur comportement, leur frustration, et ainsi de suite, parce que vous savez que ça joue là-dessus aussi, évidemment, sur les émotions, on le vit aussi, nous aussi. S'ils sont parfaitement concentrés, s'ils apprennent très bien, ne les obligez pas à faire la sieste, s'ils n'en ont pas besoin. Il y a plein d'enfants, effectivement, qui ont des développements différenciés de leur rythme de sommeil et qui plutôt vont avoir besoin uniquement d'une période de sommeil nocturne. Pour cela, ne les obligez pas à faire la sieste, ils font un peu calme, ils regardent un livre, et ainsi de suite. C'est en aucun cas une obligation qu'il faut imposer à l'enfant. Mais par contre, gardez quand même en tête qu'en grande section maternelle, si vous avez des enfants qui sont chroniquement fatigués, laissez-les dormir. Laissez-les dormir et faites-le. Peu importe s'ils font un cycle d'une heure et demie, laissez-les faire leur cycle d'une heure et demie. C'est de toute façon plus bénéfique que de leur imposer un apprentissage en situation de déficit de sommeil. Alors, ils ne vont rien retenir de ce que vous allez leur proposer. Donc ça n'a pas de sens. Vous investissez finalement du temps, des efforts dans l'apprentissage qui ne va pas forcément avoir de retour sur investissement. Et pour les adolescents, ouais, je vous donne la parole juste après. Pour les adolescents, ça veut dire que, exactement comme pour les enfants dans une section maternelle, on sait qu'au moment où vous rentrez dans l'adolescence, à la puberté, vous avez un décalage de phase de votre sommeil. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre ça. C'est physiologique. C'est-à-dire que tout d'un coup, votre pic de mélatonine, qui régule la veille et le sommeil, va se décoller de plus de 2 heures pendant la nuit. Donc, à l'adolescence, ça va aller se coucher 2 heures plus tard qu'un enfant. Ils sont programmés pour ça. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre ça. Et ils vous diront, je ne suis pas fatigué. Et effectivement, c'est une réalité. Ils ne sont pas fatigués. Et en plus, ils ressentent beaucoup moins fortement que nous, que des enfants, effectivement, la fatigue induite par l'augmentation de la mélatonine et ce pic de mélatonine. Donc, ça veut dire que ils vont aller se coucher à 10h30, 11h. Et comme ils ont encore besoin, à ces âges-là, je rappelle quand même les bornes un peu de sommeil, que vous les ayez en tête, 3-5 ans, 11 à 13 heures par période de 24 heures. Généralement, biphasique, la sieste, la nuit. D'accord? 11 à 13 heures. Ouais, faites le test dans vos écoles maternelles, vous allez voir, il y a très très peu d'enfants qui dorment 11 à 13 heures par période de 24 heures. Donc ils sont en déficit chronique de sommeil. Donc ça veut dire que vous êtes en train de mettre en place des fantastiques innovations pédagogiques, mais comme vos élèves ne dorment pas, ça n'aura aucun effet. Vous allez limiter évidemment l'effet de l'impact des pratiques pédagogiques que vous avez, même si elles sont très innovantes et qu'elles fonctionnent très bien. Donc il y a un véritable enjeu sur la question du sommeil. Entre 6 et 13 ans, juste gardez ça, 9 à 11 heures. Bon, testez. Testez en cycle 2, cycle 3, vous allez bien voir. Ils ne sont pas à 9 à 11 heures. Hein. Et c'est que sur la phase nocturne. C'est-à-dire qu'a priori, ils n'ont plus un sommeil bimodal. Ils ont un sommeil monophasique. Biphasique, là, c'est monophasique. J'ai pas oublié votre question, hein. Ne vous inquiétez pas. Je garde l'information. Et entre 13 et 17, c'est 8 à 10 heures. Bon, globalement, tous les enfants sont en déficit chronique et les adolescents, c'est encore plus marqué. C'est plus marqué pour une raison simple, c'est que les rythmes scolaires ne sont pas adaptés aux besoins physiologiques des adolescents. Et on le sait depuis 20 ans, il faut repousser la première heure de cours au collège et au lycée d'au moins 1 heure. Il n'y a pas d'autre solution pour régler la problématique du déficit chronique des adolescents. Il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut arrêter de me raconter que ça va être problématique pour les parents. Quand les élèves commencent à 10 heures, à ma connaissance, les parents ne commencent pas à 10h30 à travailler. Donc, il y a un moment, c'est à la main des chefs d'établissement, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça, il n'y a pas besoin d'un décret, c'est changeable demain dans tous les établissements en France, et c'est la première mesure d'égalité sociale. Donc à un moment, il faudra quand même commencer à avoir des rythmes scolaires qui sont en adéquation avec les besoins des élèves, puisque c'est la première chose qu'on leur doit, c'est comment l'école soit structurée sur leurs besoins physiologiques primaires. Allez-y. C'est un très bon lien avec la question, puisque moi je voulais parler de l'aménagement de l'après-midi, et essentiellement là, dans ces périodes où il fait chaud, eh bien, comment adapter les rythmes de l'enfant et cette phase de digestion qui dure, et cette phase de l'après-digestion quand les températures dans les salles montent des fois à plus de 30 degrés. On a un petit problème sur le bâti scolaire en France.
Là, le problème, c'est que ça demande beaucoup d'argent. Donc, j'ai pas forcément de solution clé en main, parce que j'ai l'impression quand même qu'on a plus beaucoup d'argent. Ceci étant... Alors, ouais. Là, vous partez dans une... Non, mais j'y arrive. Ma question, c'est plus en lien avec ce qui peut se faire, par exemple, dans l'école danoise et... J'y arrive, j'y arrive. L'idée, c'est qu'effectivement, là, un des enjeux, ça serait peut-être effectivement de penser des dispositifs comme la classe dehors, qui typiquement, dans des situations où l'école est surchauffée, peut répondre à une problématique qui est une problématique qu'on va rencontrer de plus en plus. Comment on pense avec ce type de dispositif? L'autre idée, et c'est là où moi il y a plein de choses fantastiques qui ont été faites par la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Je vous invite à aller regarder les conclusions, elles sont hyper intéressantes, parce qu'elles disent notamment des choses qui sont évidemment de l'ordre de l'évidence, c'est que les temps d'apprentissage de l'enfant, ce n'est pas des temps qui sont en silo, ils sont totalement articulés les uns aux autres, ils vont du temps scolaire au temps périscolaire, au temps extrascolaire, et ainsi de suite. Il y a une des choses sur lesquelles ils se sont trompés, c'est que globalement ils disent oui, bah alors finalement, comme il y a une baisse de la vigilance après le repas, bah, il faudrait faire toutes les matières qui sont, vous savez, genre l'éducation artistique, l'éducation musicale, le sport pour l'après-midi. C'est absurde, en fait, pas du tout. Tout est important dans les apprentissages. L'éducation artistique, l'éducation musicale et l'éducation sportive, c'est évidemment aussi important, tout à fait aussi important, que les maths, le français et l'histoire-géographie. Donc c'est pas tous les apprentissages fondamentaux en début de journée quand ils sont super vigilants, puis en plus, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les courbes de vigilance d'un enfant, un peu différent des nôtres, il y a un pic au milieu de la matinée, un pic au milieu de l'après-midi. Et donc, il y a aussi en fait une adaptation des pratiques pédagogiques au regard de la vigilance disponible de l'enfant aux différents temps. Donc, quand vous dites après le déjeuner, effectivement, un cours un peu descendant, ça risque de pas bien fonctionner. Par contre, si vous êtes au pic de vigilance, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un cours très descendant si c'est pertinent d'un point de vue pédagogique. Et effectivement, le dispositif classe dehors, ça peut répondre à une partie des problématiques qui se posent quand les classes sont surchauffées, tout en étant conscient que classe dehors, parce que je circule quand même dans pas mal d'écoles, ça ne veut pas dire pas de structuration des activités. Parce que j'ai vu quand même un sacré paquet de classes dehors, c'est pas comme au Danemark, hein. C'est pas très structuré comme activité, c'est un peu, bon, bah, oui, les enfants découvrent, ils regardent les feuilles, puis après, je les mets en activité, on pose 3 questions, et puis en fait, c'est pas ça du tout la classe dehors, hein. C'est hyper structuré avec des objectifs pédagogiques clairs, et c'est quand les activités sont structurées qu'effectivement, on a le développement d'un certain nombre de compétences dont on sait qu'elles sont importantes pour les apprentissages. Ouais. J'avais une question par rapport à la différence entre élèves urbains et élèves ruraux, du coup, parce que dans la ruralité, nos élèves partent très tôt le matin, et rentrent très tard le soir, et du coup, cette idée de commencer plus tard, c'est tout à... Bah, c'est encore plus nécessaire pour, dans les milieux ruraux. Et donc, il y a déjà des inégalités entre ces Oui. élèves-là de réussite sociale. Oui. Est-ce que ce temps de trajet renforce encore plus ces inégalités? Il les renforce parce que, par définition, si vous maintenez ce rythme scolaire, c'est des élèves qui se réveillent encore plus tôt, et donc le rythme scolaire est encore moins adapté à leurs contraintes de déplacement. Ceci étant dit, alors, on ne parle pas de la ruralité là. Hein. Ceci étant dit, on sait aussi qu'on a une problématique aujourd'hui qui se renforce avec le temps. Sur ces 20 dernières années, il y a de moins en moins d'enfants qui vont à pied à l'école. Parce que nous tous, et on va s'y mettre aussi, puisque un certain nombre d'entre nous sommes parents, on surévalue le temps de trajet nécessaire pour nos enfants pour aller à l'école. Et donc, on a créé une génération d'enfants. Et ça s'est fait sur les 10 dernières années. Hein. On a créé une génération d'enfants qui ne va plus à l'école à pied. Mais c'est pas vrai que c'est dangereux. C'est ça le délire dans tout ça. C'est-à-dire que les gens sont persuadés que notre société est devenue plus dangereuse alors qu'elle n'a jamais été aussi sécuritaire qu'aujourd'hui. Donc là, il y a un hiatus. Il faut travailler avec les parents pour expliquer. C'est de la folie de ne pas laisser vos enfants aller seuls à l'école quand ils ont la possibilité de le faire. Je ne parle pas de la très grande ruralité. Mais quand ils ont la possibilité de le faire, marcher 20 minutes le matin, c'est bon pour eux. Ça combat la sédentarité, ça fait qu'ils passent 20 minutes de moins probablement devant un écran. Donc en fait, ça a plein d'effets positifs. Mais le problème, c'est que nos enfants, globalement, ont disparu de l'espace public. Ils ont disparu de l'espace public parce que les parents sont absolument persuadés que c'est dangereux d'être seul dans l'espace public.
Alors que, si vous prenez tous les chiffres objectifs, tous les chiffres montrent que ça diminue. Les risques diminuent pour les enfants aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Alors, je sais que c'est en contradiction totale avec ce que montrent les chaînes d'information continue, mais c'est une réalité. C'est la réalité des chiffres. Ok, bon, je suis en train de déraper complètement. Ah ben là, sur le temps, je pense que je vais faire 2 slides. Hein. Non. Ok. Juste sur les pratiques parentales, quand même, rappelez que, évidemment, l'environnement, il se caractérise aussi par la richesse de l'environnement familial d'un point de vue cognitif. Vous avez des familles dans lesquelles on a le temps de faire des jeux de société, d'emmener les enfants au musée, de leur proposer des super activités périscolaires ou extrascolaires, et que tout ça, ça va avoir évidemment un impact aussi sur l'environnement proposé à l'enfant et donc sur son développement cérébral. Donc il y a aussi un enjeu de penser quel type de ressources, quel type de pratiques parentales on peut essayer de promouvoir de telle manière à ce qu'on puisse réduire les inégalités avec cette idée qu'effectivement, ce n'est pas des temps en silo. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout faire à l'école, ce n'est pas possible. Enfin, vu les enjeux de la réduction des inégalités, vu comme elles s'ancrent tôt dans le développement cérébral de l'enfant, il y a un véritable enjeu d'articuler les différents temps d'apprentissage de l'enfant si on veut réussir à réduire les inégalités. Mais les articuler, ça commence déjà par dans l'école. On ne peut plus avoir une équipe scolaire et une équipe du périscolaire qui ne travaillent pas ensemble. C'est impossible. Alors à chaque fois que je dis ça, on me dit non, mais nous sur un territoire c'est fabuleux, tout le monde travaille ensemble, blablabla. Ok, petit doute. Mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut un projet d'établissement pédagogique commun entre le scolaire et le périscolaire. Il faut qu'il y ait de la formation intercatégorielle pour que ça fonctionne. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à réduire les inégalités. Il n'y a pas suffisamment du temps scolaire. Donc il faut faire peu de poids. Il faut investir sur le temps scolaire, périscolaire, et c'est vrai pour le premier degré et le second degré. Les assistants d'éducation, c'est des relais formidables avec lesquels on peut travailler. Nous, on travaille dans les quartiers politiques de la ville de la Belle de Mai à Marseille. Belle de Mai à Marseille, c'est le quartier le plus pauvre d'Europe. Eh ben, les assistants d'éducation, ils aident, pendant le temps de devoir faire, à faire des séquences pour enseigner aux élèves comment apprendre. Donc on peut mobiliser ce temps-là. Mais il faut effectivement une volonté pédagogique de faire travailler le scolaire, le périscolaire, et idéalement, les municipalités avec le temps extrascolaire. Et c'est que si on arrive à faire ça, si on arrive à articuler ces différents temps, qu'on arrivera à avoir des vrais leviers de réduction des inégalités. On ne peut pas faire tout ça dans le temps scolaire, c'est pas suffisant en fait. C'est très clair. Il faut effectivement mettre à profit l'ensemble des temps d'apprentissage de l'enfant. Ok. Qu'est-ce que ça produit ces contextes finalement différenciés en fonction du milieu social d'origine? Ben, la première chose sur laquelle ça joue, c'est le langage. C'est-à-dire que si je viens, on va prendre l'entrée à la maternelle, pas pour les TPS, on va prendre pour les moyennes petites sections de maternelle. En gros, pour rentrer à la maternelle à 36 mois, l'école est obligatoire. Et si je viens d'un milieu social favorisé, ici en jaune, j'ai été exposé à 35 millions de mots dans les 36 premiers mois de ma vie. Si je viens d'un milieu social défavorisé, j'ai été exposé à 10 millions de mots. Ça c'est l'entrée à la maternelle. Il y a 25 millions de mots de différence. C'est considérable. Dans les 3 premiers mois de la vie, il y a des enfants qui sont exposés à 35 millions de mots, d'autres 10 millions de mots. Vous voyez évidemment l'impact que ça va avoir sur le vocabulaire de l'enfant. C'est-à-dire que si je viens d'un milieu social favorisé, ben, globalement, j'ai à peu près 1100 mots dans mon vocabulaire quand je rentre à la maternelle. Si je viens d'un milieu social défavorisé, j'en ai 600. Ouais. Dès que je parle de vocabulaire, je parle toutes les langues parlées par l'enfant. D'accord ? Toutes les langues qu'il parle. Le vocabulaire, c'est toujours évalué comme ça. C'est toutes les langues parlées par l'enfant. Donc il peut parler une langue à la maison, il aura du vocabulaire dans cette langue-là. Il peut parler une langue à l'école, il aura du vocabulaire. Tout ça, ça constitue son vocabulaire. Donc, 525 pour ceux qui viennent de milieux sociaux défavorisés, plus de 1100 quand ils viennent d'un milieu social favorisé. Et là, on a un problème. Parce que si dans les 3 années de la maternelle, on n'arrive pas à réduire de façon considérable cette différence de nombre de mots dans le vocabulaire en fonction du milieu social d'origine, alors vous allez construire les conditions des inégalités dans le domaine de l'apprentissage de la lecture. Parce que le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire
au moment où vous apprenez à lire, est prédictif du fait que vous soyez un bon lecteur ou un mauvais lecteur. Donc en fait, il n'y a pas, là pour le coup, il y a une fenêtre de tir qui est quand même assez resserrée. On a 3 ans en gros. Et 3 ans, on est tous d'accord, vu le temps scolaire, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment penser à tous ces dispositifs. D'où le fait que je vous disais comment on s'articule avec le temps périscolaire. Parce que c'est du temps qu'on peut mettre à profit, on peut tout à fait avoir. Moi je l'ai vu dans certaines écoles, il y a des points lecture, des points histoire, il y a d'autres écoles dans lesquelles le périscolaire c'est la garderie. Bah, ça ne produit évidemment pas les mêmes effets. Hein. Le jeu libre c'est très bien, mais enfin, c'est pas là où on développe les compétences langagières. Est-ce que la projection n'est possible que par l'école? Non, mais c'est bien ce que je suis en train de dire. On est en train de parler du périscolaire. Il y a le périscolaire, il y a le milieu familial, parce que en fait, bien l'acquisition sûr nécessite une répétition, une fréquentation. Oui, non mais bien entendu. Bien entendu, mais votre premier rôle, vous, c'est effectivement de cibler ça. Après, il faut évidemment sensibiliser les parents, il faut évidemment sensibiliser sur le périscolaire, tout ça est vrai. Mais on ne peut pas simplement dire que ça, c'est aux parents de le faire. C'est pas possible de faire ça. Non, mais ça profite toujours tout ce qui est fait en classe, de ce que je vois, profite toujours davantage à ceux qui sont déjà... Non, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus, et donc il faut voir quel type de pratique, mais vous allez voir, on va y arriver. Hein. On a des données très claires sur le fait qu'on peut trouver des modalités pour que ça profite aux élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Mais ça veut dire effectivement un changement de pratique complet. Et c'est ce que je vais dire ce matin, et Steve le rappellera cet après-midi, ça veut dire notamment une chose, c'est plus aucun implicite dans la situation d'apprentissage. C'est terminé. Les approches socio-constructivistes, elles ne marchent pas pour les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Elles marchent très bien pour les élèves de milieux sociaux favorisés, pas de problème. En fait, pour vous, on va être assez clair. Les élèves de milieux sociaux favorisés, ils n'ont pas besoin de vous. Non, mais je vais vous dire, en fait, vous pouvez faire n'importe quel type d'approche pédagogique, ils vont apprendre. En fait, votre problème, c'est les élèves de milieux sociaux défavorisés. Pas votre problème. En gros, ce à quoi il faut que vous vous intéressiez, c'est comment on s'assure qu'eux progressent. Eh bien, soyez clair que dès que vous avez un implicite dans un apprentissage, vous les mettez en difficulté et vous construisez les conditions des inégalités. Donc, ça suffit. Plus d'implicite. Tout doit être explicité. Tout. Et dès la petite section de maternelle. Et explicité, on va voir ce que ça veut dire. D'accord? Ça veut dire, effectivement, par exemple, quand je propose une activité aux élèves, je dissocie systématiquement le but de l'activité du but d'apprentissage. Si vous ne le faites pas, vous construisez des inégalités. Parce que, vous le savez très bien, faites-le demain dans votre salle de classe. Vous donnez une consigne aux élèves et vous les interrogez sur ce qu'ils ont compris de la consigne. Totalement hétérogène. Donc ils vont produire des choses totalement hétérogènes parce qu'ils n'ont pas compris la même consigne. Et surtout, ceux qui viennent de milieux sociaux défavorisés, ils n'ont pas compris l'implicite de votre consigne. Ils n'ont pas compris ce que vous attendiez derrière. Par contre, si je viens d'un milieu social favorisé, évidemment j'ai compris l'implicite derrière. Encore mieux, si je viens d'une famille de profs. Je vous rappelle que vos enfants, ils sont surreprésentés dans les grandes écoles. Donc en fait, le message, c'est faites exactement avec vos élèves ce que vous faites avec vos enfants à la maison. Puisque ça marche. Puisque ça marche. Enfin, vos enfants, ils sont surreprésentés. Donc, ils ont évidemment le code pour craquer finalement la compréhension de ce qui est attendu dans le cadre scolaire. Faites ça avec les élèves, systématiquement. Ne laissez pas ça aux familles. Elles ne sont pas en mesure de le faire. Donc, c'est à vous de le faire de façon systématique dans le cas scolaire. Oh, il y avait une question? Non? C'est bon? Après? D'accord. Ok. Donc il y a un enjeu, c'est comment on arrive à réduire ces inégalités dans le domaine du langage oral, et ça a évidemment une conséquence aussi sur l'objectif de la maternelle. L'objectif de la maternelle, ça reste le développement langagier et le développement de la compréhension du langage oral de l'enfant. Ne vous laissez pas, d'une certaine manière, convaincre par l'idée qu'il faut toujours plus anticiper l'entrée dans le langage écrit. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est l'opposé. Ça n'empêche pas de faire la reconnaissance des sons des lettres, ça n'empêche pas d'apprendre la graphie des lettres, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le développement du langage oral, parce qu'on sait que si un enfant a beaucoup de mots dans son vocabulaire avant d'apprendre à lire, il deviendra un bon lecteur. Donc c'est ça votre confort en fait, en maternelle.
C'est comment on développe dans toutes les activités le langage oral de l'enfant. Et je suis d'accord, ça passe évidemment par la coéducation, l'alliance éducative, comment on sensibilise les parents et ainsi de suite. On est entièrement d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ça suffira pas. Deux choses. Un, pour les familles allophones, la recommandation, c'est pas de parler en français à ses enfants. C'est de parler dans la langue maternelle. Parce que c'est la langue qu'ils maîtrisent. Donc s'ils s'amusent à parler en français à leurs enfants, ils peuvent mal leur parler, donc les enfants ne vont pas développer leur capacité de langage oral. En fait, il faut parler avec des locuteurs qui ont des bonnes expertises du langage oral. Donc surtout pas, ne leur dites surtout pas de parler en français. Enfin, le problème c'est que dans le nouveau référentiel des professionnels de la petite enfance, c'est ce qu'on leur a dit. Dites aux parents de parler en français à leurs enfants, y compris les familles. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Dites-leur simplement de leur parler. Point. Ils leur parlent dans leur langue maternelle, c'est très bien. Et ces enfants de familles allophones, ils vont effectivement, si on leur parle beaucoup dans leur langue maternelle, développer un vocabulaire conséquent dans leur langue maternelle. Ils auront évidemment aussi un vocabulaire en français, puisqu'ils vont à l'école en France. Et certes, ils vont avoir un décalage dans l'acquisition du langage écrit, mais s'ils avaient beaucoup de mots dans leur vocabulaire, ils vont devenir des bons lecteurs. Okay, il y aura un décalage, mais ça, le décalage, il est inhérent à la construction de notre système éducatif avec les niveaux. Mais ce n'est pas leur problème, c'est notre problème. Mais il faut leur laisser effectivement la chance à ces enfants-là de pouvoir développer leur expertise dans le domaine du langage écrit. Parce que si... Quoi ? Néanmoins, il y a quand même un aspect par rapport aux situations des familles allophones, c'est pour l'enfant d'être autorisé à apprendre en français. Je ne sais pas me positionner là-dessus. Je ne sais pas si... C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, non, mais parce que parfois, un des parents, la maman en général, dans une famille, fait un pas pour aussi s'intégrer et essayer d'apprendre la langue française. L'enfant se sent plus à même de vouloir aussi développer et avoir envie de parler la langue. Mais c'est vraiment pas un enjeu. C'est un questionnement. Non, c'est pas un enjeu du tout. C'est-à-dire que de toute façon, il est dans son espace de socialisation en français. Et en fait, il va l'apprendre parce qu'il a envie de jouer avec ses copains. Donc, il n'y a aucun doute qu'il apprendra le français parce qu'il passe du temps. Parce que même si j'ai dit qu'on ne passe pas beaucoup de temps à l'école, on y passe quand même beaucoup de temps. Hein. Donc, il va apprendre le français, ne serait-ce que par simple exposition, parce qu'ils apprennent très très rapidement à ces moments-là. Donc, l'idée, ça n'empêche pas, hein, vous avez raison, on peut sensibiliser les parents sur l'idée que c'est un enjeu, en tout cas, qu'ils comprennent qu'à l'école, il faut essayer de s'exprimer en français. Ça, c'est important si les parents peuvent dire ça. Après, ça ne veut pas dire que les parents doivent parler à l'enfant pour que ça soit un levier pour qu'il rentre dans le français, parce que généralement, ça sera plutôt contre-productif, puisqu'ils utiliseront des structures syntaxiques très simples, avec peu de vocabulaire, et ça ne sera pas de nature à développer le vocabulaire en français. Ça marche là-dessus? Ouais. Je voulais simplement, puisque là j'ai parlé beaucoup de l'entrée à la maternelle, vous pourriez vous dire, mais moi je suis du second degré, je vois pas trop, souvent j'entends un peu, ouais, mais c'est les gens du premier degré qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Non, je vous assure que j'ai déjà entendu en conférence. Hein. Ouais, mais nous on les récupère, ils sont comme ça. Bon, je voulais simplement vous montrer qu'à 15 ans, ça c'est les résultats à PISA 2022. Le cru 2026 s'annonce pas très bon, hein, je vous le dis tout de suite. PISA 2022, vous avez deux façons de lire ces résultats. Ça c'est les scores en maths, ok, et on peut placer les pays en fonction de leur score, le score des élèves, sur les compétences mathématiques. Et en gros, plus vous êtes haut sur ce nuage de points, plus vos élèves ont des bonnes compétences en mathématiques à 15 ans. Okay, et généralement, c'est la façon dont l'éducation nationale regarde la problématique de PISA. On regarde où est-ce qu'est la France par rapport aux autres pays, comme si c'était une compétition, et c'est terrible parce qu'on est au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE. Pas si mal, quoi. Enfin, on est dans la moyenne, quoi. Peut-être voudrait plus, mais enfin, vu la façon dont on finance le système éducatif français, ça, si vous voulez que ça monte, en fait, il faut mettre de l'argent. Hein, c'est mécanique. C'est-à-dire que, en fait, ce qui différencie notre système éducatif dans le premier et second degré, c'est le taux d'encadrement. On a un taux d'encadrement qui est beaucoup plus important, notamment dans le premier degré, que dans les autres pays. Et donc, ça a évidemment des incidences en cascade. Donc, si vous voulez changer quelque chose, ben, avec le changement de la démographie scolaire, ben, simplement, vous ne coupez pas les postes. C'est mécanique. Vous
vous allez augmenter, de fait, vous allez diminuer le taux d'encadrement et ça sera positif pour les élèves. Ça peut aller assez vite. Ok, et puis vous faites évidemment porter les fermetures de classe, ça c'est une nouvelle marotte, quand j'ai appris ça, j'ai failli tomber à l'inverse. Vous faites porter évidemment les fermetures de classe sur le privé. Parce que c'est ça le grand scandale. C'est-à-dire, en ce moment, les fermetures de classe sont essentiellement portées par le public. Donc si vous continuez, vous allez augmenter mécaniquement la part d'élèves scolarisés dans le privé, donc vous allez augmenter la ségrégation sociale, donc augmenter les inégalités. À Paris, si on ne fait rien, en 2035, 70% des élèves seront scolarisés dans le privé. Donc il y a un mécanisme tout simple. En gros, pour 3 fermetures de classe dans le public, on en prend 2 dans le privé. Ça maintient la démographie scolaire et le statu quo de ce point de vue. Ok, donc une façon de regarder le graphique, c'est de le regarder sur où se positionne la France. Au bas. Puis après, vous pouvez regarder, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est où est-ce qu'elle se positionne entre gauche et droite. Plus vous êtes à droite, moins les scores de vos élèves à PISA sont dépendants de leur milieu social d'origine. Plus vous êtes à gauche, plus c'est dépendant du milieu social d'origine de vos élèves. Ça, on en entend un peu moins parler par le ministère. C'est ça hein, ce qui est vraiment choquant. C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir un système éducatif qui, pour les élèves de 15 ans, je répète, il reste 3 ans, hein, là, on est un peu au bout du bout hein, de ce qu'on peut faire. Globalement, on est parmi les moins bons pays. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que la France est hyper inégalitaire. Ok ? C'est pour ça que je vous mets le deuxième carré. Ça, c'est les États-Unis. D'accord ? Donc, nous, notre protection sociale, elle est meilleure qu'aux États-Unis. Hein. On a des dispositifs de prise en charge, notamment avec les REP+, des élèves qui vivent dans les quartiers politiques de la ville et ainsi de suite. Et bien, malgré tout ça, on fait moins bien que les États-Unis. Donc, oui, on peut toujours la garder en dehors de l'école, mais il y a quand même quelque chose inhérent à notre école qui fait qu'elle construit des inégalités au cours du temps. Et à un moment, il faut arrêter de systématiquement regarder en dehors de l'école. Il y a une problématique intrinsèque à notre école. C'est le financement, le taux d'encadrement, mais oui, bien sûr, il y a aussi les pratiques pédagogiques. Bien sûr, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas les pratiques pédagogiques. Et ces pratiques pédagogiques, elles découlent directement de la formation initiale. Et il n'y a pas de formation initiale des enseignants en France. Elle est catastrophique. Non, j'essaie de le dire gentiment, mais en fait, beaucoup, quoi. Je veux dire, dans le second degré, vous avez été formé de façon disciplinaire. Super. Ah, vous êtes très bon en maths, en français, histoire géo. Vous avez été formé au mieux à la didactique. Pas de formation pédagogique. Non, c'est vrai que ça serait dommage. Et pour la plupart d'entre nous, vous, sur le second degré, à mon avis, vous n'avez pas eu 1 heure de cours sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'adolescent. En EPS, si. Sauf en EPS. En EPS, vous avez fait le boulot il y a longtemps. Mais je ne parle pas de la formation initiale en EPS. Non, mais en fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être des enseignants qui pensent leur pratique pédagogique en n'ayant aucune connaissance sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Vos connaissances sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, elles datent de la recherche qu'on faisait il y a 70 ans dans nos laboratoires. Quasiment tout ce que vous avez appris est faux. Je veux dire, c'est plus possible en fait. On ne peut plus avoir une formation initiale qui est autant en décalage avec la réalité du terrain dans lequel vous exercez. Alors voilà, il y a la formation continue. Mais en fait, la formation continue, ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un bon investissement. Le meilleur investissement, c'est de bien former les profs dès le départ. Une fois qu'ils sont bien formés, globalement, on fait de la formation continue pour les profs qui sont déjà en poste, et puis on arrive globalement à résoudre une partie des problématiques qui se posent. Et je vous dis ça, hein, je préside un conseil d'inspect. Et la réforme de la formation initiale ne va rien régler. Donc, non, ce sera tout. Ok. Les inégalités. Ouais, je suis désolé, j'ai plein de trucs positifs ce matin. Non, mais je compte sur vous. Hein. En fait, individuellement, vous faites des choses absolument formidables. Le problème, c'est collectivement l'éducation nationale qui pose un petit problème.
Je voulais juste vous alerter sur deux choses. Ces inégalités, donc, on a dit, elles prennent racine et sur, évidemment, les questions langagières, la dimension du développement langagier de l'enfant, mais aussi du rapport aux apprentissages. On n'a pas le même rapport aux apprentissages en fonction du milieu social d'origine dont on vient. Ici, c'est une étude qui montre que le type de retour qu'on fait à l'enfant sur ses apprentissages est très socialement marqué. C'est-à-dire que, globalement, quand vous venez d'un milieu social favorisé, on est toujours en jaune là, à l'entrée à la maternelle, en instances cumulées, on vous a dit 600 000 fois à peu près sur vos apprentissages que c'est pas grave si tu t'es trompé, tu sais, si tu recommences, tu vas progresser, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, plutôt soutenant vis-à-vis des apprentissages, avec une reconnaissance du rôle de l'erreur dans les apprentissages. Vous venez d'un milieu social défavorisé, c'est 50 000. Donc ça construit évidemment un rapport différencié aux apprentissages. Si vous venez si vous regardez, j'ai mis découragement, mais c'est pas tout à fait découragement, mais si, vous savez, le type de retour, on peut aussi de faire quand on n'a plus trop le temps avec l'enfant, en fait c'est pas du tout comme ça que tu dois faire, regarde tu t'es encore trompé, ça fait 20 fois que je te l'explique. C'est pas tout à fait, vous construisez pas tout à fait le même rapport aux apprentissages. Mais ça c'est surreprésenté dans les milieux sociaux défavorisés. Vous avez plus de 200 000 instances de ce type-là dans les milieux sociaux défavorisés et moins de 75 000 dans les milieux sociaux favorisés. Donc il y a aussi un rapport aux apprentissages qui est très différent. C'est-à-dire que les enfants de milieux sociaux défavorisés, la difficulté qu'ils ont aussi, c'est de pouvoir s'exprimer, de prendre le risque de faire une erreur, parce qu'en gros, ils ont été systématiquement dans des situations dans lesquelles on leur a dit bah, l'erreur, en gros, elle n'est pas acceptée, pas acceptable, ou en tout cas, elle n'est pas source potentiellement de progrès si on se réengage dans la situation d'apprentissage. Et ça, c'est évidemment dépendant des pratiques parentales. Pratiques parentales qui dépendent du temps que vous avez. Hein. Parce que, évidemment, il y a plein de choses fabuleuses que vous pouvez faire quand vous avez du temps, vous pédagogisez la vie quotidienne, vous passez votre temps à discuter avec votre enfant, on est au supermarché, il voit une carotte, on dit « Ah, regarde ça, comment ça s'appelle, une carotte ?» Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une carotte? Ah, une salade de carottes, fantastique. Et qu'est-ce qu'ils mangent, les carottes? Ah, les lapins. C'est génial. Sauf qu'en fait, si vous avez 30 minutes pour faire vos courses, ce qui est le cas de la majorité des familles monoparentales qui sont surreprésentées dans les milieux sociaux défavorisés, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc c'est là aussi où elles se construisent, ces inégalités. D'accord? Et donc c'est aussi ça qu'il faut essayer de promouvoir. Comment on arrive à promouvoir, finalement, dans différents types de dispositifs, des modalités pour que ces inégalités soient moins prononcées de ce point de vue-là. Je voulais aussi vous rappeler que, globalement, il faut aussi faire attention aux pratiques de classe. C'est-à-dire que dans la classe, sans que vous vous en rendiez compte, et c'est les travaux notamment de Sébastien Goudot, qui est psychologue social, professeur de psychologie sociale à l'INSPE de Poitiers, et il a réalisé des expériences dans lesquelles il fait de l'enregistrement de vidéos en classe, évidemment avec l'accord des enseignants. Donc il y a 4-5 vidéos dans la classe de maternelle, et il va regarder des séquences pédagogiques en classe. Et lui, ce à quoi il s'intéresse, c'est à qui on donne la parole en maternelle. Et ce qu'il montre, c'est que c'est extrêmement biaisé socialement. C'est-à-dire qu'on donne la parole, pas systématiquement, mais de façon beaucoup plus fréquente, aux enfants de milieux sociaux favorisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils parlent mieux. Et qu'ils ont compris les attendus de la situation. Donc, on a tendance à les interroger plus systématiquement, parce qu'ils produisent d'une certaine manière une dimension pédagogique à la situation dans laquelle on les a placés. Ce qui est plus problématique, c'est qu'on accepte aussi plus systématiquement que ces enfants nous coupent la parole. Parce qu'ils vont dire quelque chose de pertinent dans ce cadre-là, potentiellement. Alors on pourrait dire, bon, ben, ça c'est pas très grave, c'est juste la prise de parole dans une salle de classe. Ben, en fait, si, c'est très très problématique, parce que quand Sébastien a interrogé les élèves sur leur représentation de qui prend la parole, qui a le droit de couper la parole, et qu'est-ce que ça veut dire des uns par rapport aux autres, ils considèrent que ceux qui prennent le plus la parole, ceux à qui on donne le plus la parole, ceux qui coupent le plus la parole, c'est les plus intelligents. Donc vous avez créé un gradient social sur la prise de parole qui va progressivement être intériorisé par les enfants comme une représentation sociale et différenciée de l'intelligence. Donc c'est tout bête, mais ça joue évidemment aussi
sur la construction progressive des inégalités. Une des choses qu'il faut bannir absolument, c'est la petite question à la fin, retour des vacances, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Mais il n'y a pas plus biaisé comme question. Évidemment que celui qui a eu la chance d'aller au ski puisque c'est les vacances d'hiver, ou à la mer parce que c'est les vacances d'été, il a plein de choses à vous raconter. Celui qui est resté dans son HLM à regarder les écrans alors même que vous avez dit ouais les écrans c'est pas bien, mais il n'a rien à vous raconter en fait. Donc vous le mettez de fait en situation d'échec dans cette situation-là, et c'est des choses sur lesquelles il faut effectivement être extrêmement vigilant. Parce que ça s'additionne les unes après les autres, ça crée des contextes d'inégalité. Donc la question qui se pose, au-delà de ces inégalités, observée par exemple sur la prise de parole, c'est qu'est-ce qui génère ces inégalités en termes d'acquisition du langage oral ou d'acquisition des compétences mathématiques. Et là, vous avez deux visions. Il y a la vision du ministère depuis 20, 30, 40 ans, qui est toujours la même. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, si les élèves ont des difficultés en maths, ou s'ils ont des difficultés en français, parce qu'il n'y a apparemment que ça qui compte, le français et les maths, eh bien on va faire plus de maths, plus de français, et on va régler le problème. Alors, le scoop, c'est que ça fait 30 ans qu'on essaye et que ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas, après 30 ans, on peut essayer d'être un peu flexible et essayer de se dire, peut-être qu'on pourrait prendre une autre direction. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un postulat très fort que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire, la difficulté d'un élève, elle relève de compétences et de processus psychologiques qui sont spécifiques aux maths et au français. Et c'est pour ça qu'ils ont des difficultés en maths et en français. Mais c'est une hypothèse très très forte. Il y a plein d'autres choses qui pourraient expliquer les difficultés en maths et en français. On peut prendre le cas des maths. Le fait que vous ayez développé une anxiété disciplinaire dans cette matière. Donc c'est pas en faisant plus de maths que vous allez régler le problème. Hein. Je vous le dis tout de suite, a priori vous allez augmenter l'anxiété disciplinaire. Ça peut être parce que j'ai un peu moins de ressources attentionnelles que mes camarades. Ça peut être parce que j'ai un peu moins de compétences transverses qui sont impliquées dans tous les apprentissages et que si on les étayait chez moi, peut-être que ça me permettrait de progresser, que ce soit en maths, en français, en histoire géo, en EPS. Et ça, c'est fondamentalement différent entre notre système et les autres systèmes éducatifs. Aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'ils ont entendu parler de ça. Donc c'est pas parce que c'est une société plus égalitaire, hein. C'est simplement parce que dans les pratiques pédagogiques, depuis 20 à 30 ans, les enseignants ont entendu parler de fonction exécutive. Ils savent tout ce que c'est. On leur a dit, bah en fait le socle des apprentissages, c'est basé sur des fonctions transverses qui sont impliquées dans tous les apprentissages. Et ça, ce n'est pas les approches didactiques qui peuvent vous le donner. C'est fondamentalement la compréhension des mécanismes psychologiques qui sont impliqués dans les apprentissages. Et ça ne s'oppose pas aux pratiques didactiques. Vous allez voir qu'en fait, c'est totalement articulable. Mais c'est l'idée de se dire, en fait, quand j'ai un élève qui est en difficulté, bah, c'est peut-être parce que des mécanismes de très haut niveau de son cerveau sont un peu moins efficaces chez lui que chez d'autres élèves. Par exemple, quand on parle des fonctions exécutives, on parle de 3 grandes compétences. On parle, 1, de l'inhibition, capacité à faire preuve de retenue. C'est hyper important. Si vous voulez travailler en autonomie, la première chose que vous devez être capable de faire, c'est de vous maîtriser, de rester concentré sur la tâche en cours, d'accepter de faire un effort alors même que vous voudriez faire autre chose. Ça, c'est l'inhibition qui vous le permet. Et vous savez très bien que c'est très inégalement réparti entre vos élèves. Donc si vous ne travaillez pas cette dimension-là, si vous ne les sensibilisez pas sur le rôle de cette fonction exécutive, vous n'allez pas réussir efficacement à réduire les inégalités. Je vais revenir sur les fonctions exécutives et leur rôle sur différentes dimensions. Mais si on prend un autre exemple, quand vos élèves ont des difficultés dans certains apprentissages scolaires fondamentaux, on va prendre un cas en maths, un cas en français, quand vous introduisez les nombres rationnels, notamment la comparaison des nombres décimaux, que vous demandez à des élèves de comparer 1,4 à 1,342, vous savez que massivement, vos élèves vous disent qu'1,342 c'est plus grand qu'1,4. Okay? S'ils disent qu'1,342 c'est plus grand qu'1,4, c'est parce qu'on a d'abord introduit les nombres entiers, on leur a expliqué comment comparer la magnitude de nos nombres entiers, donc on leur a dit effectivement, on va comparer d'abord les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Très bien. C'est jamais la stratégie qu'ils utilisent pour comparer les nombres entiers. Jamais. Ils disent,
Plus il y a de chiffres dans le nombre, plus il est grand. Et c'est pas bête, hein, ça marche super bien. Il serait bête de ne pas le faire. Et là, vous faites exactement la même chose. Enfin, je vais analyser vos pratiques. Vous avez déjà comparé les unités, les dizaines, les dizaines? Non. C'est ce que vous leur expliquez, certes, c'est pas ce que vous faites dans la vie réelle. Quand vous comparez la magnitude de nombres entiers, vous ne passez pas votre temps à comparer chiffre par chiffre. Et donc, il transfère ce raccourci, cette stratégie raccourcie de pensée, globalement, cet automatisme qu'ils ont créé dans un autre contexte, et c'est pour ça qu'ils vous disent qu'R,4, c'est plus petit qu'R,342, parce qu'il y a plus de chiffres après la virgule, donc ils considèrent que c'est plus grand. Et là, il y a deux façons de pouvoir étayer l'enfant. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, vous lui expliquez la règle, ad nauseam. Et on a testé ce que ça produisait. 0 en termes de progrès, où c'est très 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 long à produire du changement dans ces situations qui sont les situations problèmes, ou alors vous faites ce que vous faites par ailleurs dans plein d'autres situations, vous commencez par lui expliquer d'où vient son erreur. Vous dites, hey, là il y a un piège en fait. La stratégie que tu utilises, c'est de considérer que plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand, mais ça ne fonctionne pas dans ce contexte-là. Ça marchait super bien pour les nombres entiers, mais ça ne fonctionne pas pour les nombres décimaux. Rappelle-toi, pour comparer les nombres décimaux, il faut comparer les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les millièmes. Ça, on l'a fait dans des centaines de classes. Ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que de réexpliquer simplement la règle, simplement de leur dire, tu sais, il faut comparer les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Parce qu'en fait, vous ne l'avez juste pas expliqué d'où vient l'erreur. Ça vous prend 30 secondes d'en prendre un. C'est transformant. Parce que ceux qui ont le plus de difficultés, pour comparer le nombre de décimaux, c'est qui? C'est les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Expliciter tout. On explicite d'où vient l'erreur. On explique à l'enfant pourquoi c'est une difficulté pour lui. Comment il peut faire autrement dans un autre contexte. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas imaginer qu'il va le faire tout seul. C'est terminé les pédagogies de la découverte. On arrête. D'accord? Ça sera pour après. Quand ils seront tous hyper bien, ils auront développé des super compétences métacognitives, alors pas de problème, vous pourrez faire des super pédagogies de la découverte. Mais là, vos pédagogies de la découverte, elles mettent en échec systématique les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Je sais que c'est pas ce qu'on vous a forcément appris. Et j'y peux rien, hein, c'est la réalité des chiffres. Ok, la deuxième, c'est la mémoire de travail. Et ça, vous le sentez assez rapidement avec certains élèves. Il y a des élèves qui ont plus de capacité que d'autres à maintenir des informations et à les manipuler en vue d'un objectif que vous avez fixé. Typiquement, il y a des élèves, vous pouvez leur raconter une histoire dans laquelle il y a 4, 5 protagonistes. Ça ne pose aucun problème pour eux, ils sont tout à fait capables de suivre, de retenir les prénoms, de manipuler les prénoms pour bien comprendre l'histoire que vous êtes en train de raconter. Il y en a d'autres qui sont instantanément perdus. D'accord ? Si vous êtes en maternelle, en cycle 1, dites-vous que quand vous racontez une histoire avec 3 personnages, vous avez déjà totalement saturé la mémoire de travail de vos élèves. C'est au-delà, ils ne sont pas capables de retenir 3 personnages en même temps. Et après, c'est juste une adaptation. Vous pouvez très bien utiliser des visuels pour présenter les personnages au tableau. Vous pouvez présenter les personnages la veille pour l'histoire que vous allez raconter le lendemain, de telle manière à ce que ces informations soient stockées en mémoire à long terme. Donc il y a plein d'adaptations pédagogiques qu'on peut faire comme ça. Mais donc, pensez à vos activités en termes de charges qu'elles imposent en termes exécutifs. Donc en fait, si vous vouliez représenter une activité en termes de complexité, il y a 2 axes à cette complexité. Il y a la complexité, je dirais, que vous manipulez de façon extrêmement systématique, c'est la complexité de la notion à mobiliser. C'est en gros l'approche spiralaire, le même concept qu'on complexifie au cours du temps, ça va complexifier l'activité, mais réfléchissez aussi que cette activité, cette complexité, elle est dépendante de la charge que vous mettez en mémoire de travail, du fait que vous demandez à l'élève d'inhiber ou non certaines informations ou certains automatismes qu'ils ont déjà construits, ou le fait que vous leur demandez, en fonction du contexte, de changer de consigne. Donc en fait, il faudrait penser vos activités comme ça. À complexité du concept égale, est-ce que vous augmentez ou non la charge exécutive? Ça, c'est hyper performant pour développer ces compétences exécutives. Ça marche là-dessus? Ouais, c'est à peu près clair ce que je raconte jusque-là? Ouais. Super, ok. Donc, peut-être quand même que je vous démontre que tout ce que je suis en train de vous dire là ne relève pas
d'informations totalement erronées sur les inégalités sociales et sur les inégalités éducatives. On a depuis maintenant quelques années accès à un panel, qui est le panel Petite Section de Maternelle, qui a été lancé par la DEP. La DEP, c'est la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Service statistique du ministère, c'est ceux qui sont en charge des évaluations nationales, mais ils lancent aussi des panels, c'est-à-dire des groupes d'élèves qui suivent ensuite dans le temps. Il y a un de ces groupes d'élèves qui est le panel Petite Section de Maternelle, il a été lancé en 2021, et il suit depuis 2021 30 000 élèves dans le système éducatif. Aujourd'hui, ces élèves, ils sont en CE1, d'accord, l'année prochaine, ils seront en CE2, et ainsi de suite. Et une de mes doctorantes, qui s'appelle Margot Rémaud, a la particularité, elle a la moitié du temps au ministère, la moitié du temps au laboratoire. Et une des premières questions qu'on s'est posées avec Margot, c'est de se dire, mais en fait, on sait qu'il y a des différences à l'entrée à la maternelle dans le domaine du langage oral et des compétences mathématiques. Ça, c'est déjà établi depuis très longtemps. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aussitôt, dans le développement cognitif de l'enfant, il y a des différences du point de vue de l'acquisition du langage oral et des mathématiques. Il y a évidemment l'exposition au langage oral, on en a déjà parlé. Le fait que certains parents pédagogisent la vie quotidienne, ils font faire des maths à leurs enfants en permanence et d'autres beaucoup moins. Mais il y a une autre dimension qui peut explorer, c'est est-ce que potentiellement, ce milieu social d'origine répartit inégalement les capacités de langage oral et de mathématiques parce qu'il répartit inégalement ses fonctions exécutives. Parce qu'on ne propose pas les mêmes activités aux enfants en fonction de leur milieu social d'origine. Et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, à l'entrée à la maternelle, le milieu social d'origine, s'il impacte le langage oral et l'acquisition des premiers outils mathématiques, c'est parce qu'il impacte les fonctions exécutives. Donc c'est très clair. Si vous ne travaillez pas les fonctions exécutives dans le cadre des apprentissages scolaires fondamentaux, vous n'avez pas les leviers de réduction des inégalités, parce que vous ne jouez pas sur les bons leviers. Et donc c'est comment j'adapte la situation, comment je fais comprendre aux élèves, dès le cycle 1, le rôle de ces fonctions exécutives. Donc oui, je vais les décontextualiser, mais après comment je les recontextualise dans les apprentissages. Et vous faites exactement la même chose en cycle 2. Ce qu'on fait dans les collèges REP+ de Marseille, c'est exactement la même chose. On explique aux collégiens quelles sont les fonctions exécutives, comment elles fonctionnent et comment elles jouent sur leurs apprentissages scolaires fondamentaux. Et en fait, c'est ça qu'il faut expliciter. Tout ça, ça doit être transparent pour tous les élèves. Et si on arrive à faire ça, alors on a des leviers de réduction des inégalités. Ça, c'est le milieu social d'origine. Vous savez qu'on a un autre petit problème dans le système éducatif, les inégalités de genre. On vous parle souvent de celle-là, les inégalités de genre en maths. Donc vous savez que dans les... C'est pas du tout propre à notre pays, hein. C'est vrai dans quasiment tous les pays. Dans tous les pays, il y a des différences entre les filles et les garçons en mathématiques. On le sait notamment par des évaluations internationales comme TIMSS pour les maths. On sait par exemple qu'en France, les élèves français, ça c'est la moyenne des pays, non pardon, les scores s'échelonnent entre... Là on n'est pas bon, en CM1 c'est pas top. En gros en France, les garçons en CM1 ont un score de 496 sur cette évaluation et de 473 pour les filles, donc il y a 23 points d'écart. Okay. C'est plus que par exemple en Suède. Société un peu plus égalitaire du point de vue du genre, un peu moins de différence filles-garçons pour les maths. C'est pas tout à fait vrai pour la compréhension du langage écrit. Donc il y a aussi des paradoxes, y compris dans des sociétés très égalitaires du point de vue du genre, on retrouve quand même des inégalités filles-garçons parce qu'il y a des stéréotypes associés. Je vous rappelle qu'on parle beaucoup des inégalités en termes de maths, les inégalités en termes de compréhension du langage écrit, c'est du même ordre. Hein. Donc si on veut vraiment parler des inégalités de genre, il faut parler des deux. Il faut parler des inégalités en maths, mais aussi des inégalités en compréhension de l'écrit. C'est pas parce que ici les filles sont favorisées qu'il ne faut pas en parler. Hein. Parce que sinon on renforce le stéréotype sur les maths. Alors ce qu'on dit c'est, il n'y a que les maths qui comptent. Donc il faut absolument aussi qu'on trouve un moyen pour que on diminue la différence entre les filles et les garçons en compréhension de l'écrit. C'est pas acceptable non plus. Et si vous vous projetez sur le second degré, si vous voulez régler la problématique de la surreprésentation des hommes dans les filières scientifiques et mathématiques, je suis désolé de le dire, mais l'enjeu c'est pas de faire porter uniquement le choix sur les filles. C'est aussi que les garçons aillent vers les filières humanité et littéraire. De fait, hein, ça va rééquilibrer la différence. Mais là, encore une fois, on s'adresse qu'aux filles. C'est les filles qui doivent changer. Ben non. C'est aussi aux garçons, globalement, de pouvoir aussi s'engager dans les matières littéraires et humanitaires. D'autant que, à l'ère de l'émergence de l'IA,
probablement qu'il y a un certain nombre de métiers dans le domaine des sciences et des mathématiques qui vont assez rapidement disparaître. Dans le domaine des humanités, probablement moins. Donc même stratégiquement, c'est-à-dire qu'il y a aussi un discours à déconstruire ici. C'est-à-dire que le discours, c'est aussi de dire, en fait, bien sûr qu'il faut des scientifiques, bien sûr qu'il faut des mathématiciens, mais il faut aussi des philosophes, des économistes, des sociologues, des psychologues, parce que ça sera des compétences qui vont être de plus en plus nécessaires dans le monde dont on pense pendant 20 ans. Okay, donc il y a aussi ce changement-là qu'il faut essayer de prendre en compte. Ok. Si on regarde l'évolution de ces inégalités de genre en cycle 2 et en cycle 3, le paradoxe, c'est qu'au début du cycle 2, il n'y a quasiment pas de filles, pas de différence entre les filles et les garçons dans le domaine des compétences, des performances mathématiques. Et puis, 6 mois après, l'entrée en CP, on a des performances en faveur des garçons, et ça ne cesse de s'accroître pendant toute la période du cycle 2, du cycle 3. Ça diminue un peu au collège, et après, ça reste complètement stable sur le reste de la scolarité. Ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous remontez un peu en arrière, si vous allez sur le panel petite section de maternelle, c'est les filles qui sont meilleures que les garçons. Donc il suffit de 3 ans dans notre système éducatif pour inverser totalement les performances des filles et des garçons en maths. Et ça, c'est le poids des stéréotypes de genre qui pèsent sur la performance en mathématiques. Parce que, c'est un peu paradoxal à dire, mais il y a probablement la performance en maths, c'est ce qui est le plus éloigné de la compétence réelle des élèves. Et je sais que c'est bizarre de penser ça, puisqu'on a toujours pensé que l'évaluation mathématique, elle était beaucoup plus objective. Il n'y a pas plus subjectif que l'évaluation mathématique. Pourquoi? Parce que si vous êtes une fille, et qu'on vous donne un exercice de maths, vous êtes dans une situation dans laquelle vous expérimentez une menace du stéréotype. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train d'effectuer votre exercice de mathématiques, en même temps, vous pensez au fait, de façon inconsciente, totalement implicite, que de toute façon, vous allez moins bien réussir que votre camarade qui est assis à côté de vous, simplement parce que vous êtes une fille. Et ce menace du stéréotype, il capte des ressources attentionnelles, et c'est pour ça que vous avez une moins bonne performance en mathématiques. Pourquoi je dis performance et pas compétence? Parce que si vous donnez exactement le même exercice, et que vous ne dites pas que c'est un exercice de maths, il n'y a plus de différence entre les filles et les garçons. En CM1. Donc c'est uniquement la performance. Mais ce n'est pas la seule chose. En maths, si vous êtes un évaluateur homme et que vous donnez une copie à une fille, vous créez des inégalités. Vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas changé. Et ça suffit à créer des inégalités de genre dans la performance en mathématiques. Et je suis désolé de le dire, quand on regarde la façon dont vous corrigez les copies, vous ne corrigez pas de la même manière les copies des garçons et des filles. Ah non, je sais, vous n'êtes pas du tout d'accord là-dessus, mais en fait, malheureusement, c'est ce qu'on observe. Et je voulais simplement vous dire que très récemment, il y a eu une très jolie étude menée par Lisa Gurgan qui montre que vos appréciations dans les bulletins ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons. Sur les filles, vous faites des commentaires sur leur comportement. Sur les garçons, vous faites des commentaires sur leurs compétences. Donc, et c'est pas, on ne va pas vous jeter la bière, c'est pas que vous, c'est la société dans son ensemble qui a des stéréotypes de genre associés aux filles et aux garçons. Oui, vous avez une question. Pourquoi il y a un décalage au niveau de la possibilité de stéréotypes de genre, au niveau de la protection et puis du CV? C'est nous Là les instituts qui... Non, pas du tout, c'est les stéréotypes de genre. C'est-à-dire que se construit à ces âges-là, les premiers stéréotypes de genre, les garçons ils sont faits pour ça, les filles ils sont faits pour ça, ils jouent à tel jeu, moi je joue à tel jeu, et tout ça, ces attentes qu'on peut avoir, on construit, encore une fois, on transmet de façon implicite. On a tous été formés à l'égalité hommes-femmes, on essaie de faire attention, on essaie de proposer, mais même dans les situations dans lesquelles on essaie de ne pas avoir de stéréotypes de genre, moi y compris, qui passe mon temps à travailler dessus, globalement, vous allez voir qu'il y a plein d'exemples que je prends dans lesquels j'ai pas fait gaffe, mais quand je parle de billes, je mets des prénoms de garçons, quand je parle... Ça vient de là, quoi. Et tout est comme ça dans la société, donc c'est ça la difficulté. Comment vous arrivez à déconstruire ça? Ok, la question qu'on s'est posée avec Margot Rémo et Mélanie Maximilio-Pinheiro, qui est de mes anciennes doctorantes, qui a brillamment soutenu sa thèse de moi, c'est de se dire, mais est-ce que finalement l'émergence des inégalités de genre en faveur des filles, je le rappelle, en petite section de maternelle, que ce soit dans le domaine de la compréhension du langage oral et ou de l'acquisition des premiers outils mathématiques, est-ce que ça pourrait être dû au fait que les filles ont développé des meilleures fonctions exécutives? Et c'est exactement ce qu'on observe. C'est parce que les filles ont développé des meilleures fonctions exécutives
qu'elles développent des meilleures compétences langagières et des meilleures compétences mathématiques. Parce qu'on ne donne pas les mêmes jeux aux petites filles et aux petits garçons. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes pour les petites filles et les petits garçons. Et vous savez très bien, il suffit de regarder 2 secondes ce qui se passe à la sortie de l'école pour voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes activités qu'on donne aux petites filles et aux petits garçons. Ce n'est pas tout à fait les mêmes attentes qu'on a pour les petites filles et les petits garçons. C'est différent, il y a des familles effectivement dans lesquelles on fait attention. Mais quand même, le nombre de fois où on entend « Oui, bah c'est normal, c'est un petit garçon, il est un peu turbulent ». En fait, non. Il n'y a aucune explication au fait qu'il soit plus turbulent d'un point de vue génétique. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est les activités qu'on lui propose et ce qu'on accepte finalement, alors que les petites filles, bah, il a attendu qu'elles soient bien sages, qu'elles mangent bien leur jouet à la fin de l'activité. De toute façon, elles voient, la majorité quand même des familles françaises, le fait que c'est les mamans qui vont ranger à la fin d'une activité, faire la vaisselle, ranger la vaisselle. Non mais c'est tout bête, mais évidemment que ça construit. Enfin, si vous pensez que ça ne construit pas les représentations et donc les activités qu'on propose aux filles et aux garçons, et rester bien sage, bien contrôler ses comportements, ça a un aspect positif, c'est que ça développe super bien vos fonctions exécutives. Donc oui, ça leur donne un avantage dans ce contexte-là. Après, ça ne leur donnera pas toujours un avantage. Mais dans ce contexte-là, c'est plutôt à l'avantage des filles. Bon, la dernière forme d'inégalité qui est totalement structurelle dans notre système éducatif, c'est simplement que vous faites rentrer tous les élèves d'une même classe d'âge en même temps à l'école. Donc en fait, en petite section de maternelle, si vous avez des enfants qui ont 3 ans et 9 mois et d'autres qui ont 3 ans, juste dû à leur date de naissance, 9 mois de vie en plus ou en moins à ces âges-là, en fait ça joue, hein, ça joue beaucoup, beaucoup, en termes d'exposition au langage, en termes de pédagogisation de la vie quotidienne et en termes de développement de ces fonctions exécutives qui se développent mois par mois. Donc vous avez 9 mois de plus de développement de ces fonctions exécutives, ce qui vous donne un avantage. C'est la plus grande des inégalités, devant les inégalités du milieu social d'origine. Je vous laisse méditer ça. Comment ? Donc ça veut dire que, il y a un truc sur lequel j'essaie de militer un peu. Il y a un domaine sur lequel j'essaie de militer un peu. Je suis sans micro, donc si vous parlez, là je peux vraiment. Il y a une chose sur laquelle on peut quand même se poser la question, c'est qu'entre un enfant de grande section qui est de décembre et un enfant qui est de janvier de moyenne section, il y a un mois de différence. Et donc si l'enfant de décembre de grande section, il n'est pas prêt à entrer dans l'apprentissage du langage écrit, ça serait complètement débile que notre système éducatif réfléchisse à comment on pourrait faire pour que potentiellement cet enfant reste un an de plus à la maternelle, sans déposer un dossier à la NDPH. Et en fait, le problème c'est ça, c'est cette idée qu'en fait, on va passer à la classe d'âge supérieure et ainsi de suite. C'est pas du redonnement, il ne faut pas du tout le penser comme des redonnements, le redonnement ça marche pas très bien. Mais c'est beaucoup plus l'idée de réfléchir par cycle, voilà, avec les compétences qu'il faut avoir acquises, avant de pouvoir aller au cycle suivant, pour être sûr que, globalement, on ait bien le socle des compétences pour pouvoir avancer d'un cycle à l'autre. Alors combien de temps il reste? Eh ben, on va pas le promettre. Ok, il y a plein de situations dans lesquelles ces fonctions exécutives sont impliquées, notamment, ayez une petite vigilance dès que vous proposez les situations de problème. Dès que vous êtes dans une situation de problème, vous chargez les fonctions exécutives de vos élèves. Donc ça veut dire que pédagogiquement, il faut que vous étayiez ces fonctions exécutives. Alors ça commence par la résolution des problèmes arithmétiques à compte du verbaux. Pierre a 20 000, on a 5 de plus que John. Vous voyez, bien genré. Hein. Combien John possède-t-il de billes? Vous savez que si vous proposez ce type de résolution de problème à vos élèves, massivement, ils vont vous répondre 25. Parce qu'ils ont entendu plus dans l'énoncé du problème et qu'ils associent le plus à l'addition. Ce n'est pas un problème en soi, laissez-les se tromper. Mais ensuite, une fois qu'ils se sont trompés, c'est là où intervient l'innovation pédagogique. C'est qu'est-ce que vous allez leur dire à ce moment-là? Vous allez leur dire, ah ben non, regarde dans le petit schéma, il faut faire comme ça. Ben non, vous avez raté un élément clé. Quand est-ce que vous lui expliquez pourquoi il se trompe dans ce contexte-là? Et vous lui dites, attention, là il y a un piège. Quand tu entends plus, tu as envie de faire une addition, quand tu entends moins, tu as envie de faire une soustraction, mais ça ne marche pas dans ce contexte-là. Jusqu'à là, ça marchait, là, ça ne marche plus. Et il faut que tu apprennes à ton cerveau à résister à cet automatisme de pensée. Et après, bien sûr, il peut utiliser les schémas, dissocier le problème en sous-étapes, vous utilisez l'approche pédagogique que vous voulez. Oui. Il y a une professeure de mathématiques dans le Bronx qui avait fait des exercices sur la prostitution, le narcotrafic et les armes à feu. Et ça avait plutôt bien marché, sauf qu'à un moment donné, elle s'est fait virer. Et moi, ma question, c'est de savoir si on rapproche finalement les élèves, par exemple,
des élèves qui sont dans des milieux locaux d'activités liées à la pêche, à l'agriculture, à des choses qui sont codées, est-ce que ça fonctionne mieux dans leurs apprentissages ou pas? Alors la réponse elle est évidente, c'est que en tout cas dans l'entrée de l'apprentissage c'est absolument critique. C'est-à-dire que oui, bien entendu, plus vous allez être proche de l'environnement de l'enfant, plus il verra d'une certaine manière ce à quoi ça renvoie, plus vous aurez de l'engagement des enfants. Et comme on sait que l'engagement c'est absolument critique pour les apprentissages, vous aurez des effets positifs de ce point de vue-là. Mais en fait ce que ça interroge de façon plus globale, je refais un pas de côté, c'est comment on peut arriver à valoriser dans notre système éducatif des compétences qui ne relèvent pas de compétences, et je suis désolé, je vais venir un peu bourdieusien, de la classe sociale dominante. C'est-à-dire que pour que les enfants de milieux sociaux défavorisés se sentent bien à l'école, il faut aussi qu'on ait un moyen de valoriser des compétences qu'ils ont et que n'ont pas forcément les enfants qui viennent de milieux sociaux plus favorisés. Et si on arrive à faire ça, alors on peut les raccrocher beaucoup plus efficacement à l'école. C'est-à-dire que si on continue à ne parler finalement que à ceux pour qui l'école a été créée à l'origine, alors on a un risque, c'est qu'ils soient de moins en moins engagés dans leurs apprentissages. Donc ça peut commencer par, quand vous êtes dans un milieu rural, donner effectivement et prendre des exemples qui sont en lien avec l'environnement dans lequel vit l'enfant. C'est pour ça que ça marche, la pédagogisation de la vie quotidienne, parce que c'est la réalité du quotidien de l'enfant. Et ça n'empêche absolument pas de développer des compétences extrêmement abstraites en mathématiques ou autres. Ok, deuxième exemple, la comparaison des nombres décimaux, on en a déjà parlé. Les erreurs d'attraction, je les pilote. Les élèves qui mettent un S à pilote, parce qu'il y a les qui est placé avant le verbe, que le verbe prend une forme nominale, et qu'à un moment dans la scolarité, quelqu'un leur a dit, évidemment pas vous, enfin c'est simple, quand il y a les, tu mets un S au mot qui suit. Pas de problème. Il l'utilise systématiquement. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ça nécessite aucune ressource collective, et il le surgénéralise. C'est là où effectivement il faut les sensibiliser sur cette dimension. C'est-à-dire attention, là il y a un piège en fait. Pour ton cerveau, dès que tu vois les, tu as envie de mettre un S au mot qui suit, surtout si le verbe prend une forme nominale, mais ça ne fonctionne pas dans ce contexte-là. Si vous le faites sur chaque situation problème, ça donne la capacité aux élèves à reconnaître ces situations problèmes. Ok, très rapidement, je voudrais... C'est des questions où il y avait les lettres en miroir. Ouais, les lettres en miroir. Alors, ok, c'est juste parce que c'est hyper long à expliquer. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire et après je vais essayer d'être très très rapide sur ça. Parce que je voudrais vraiment vous donner la dernière partie qui est une partie importante. Ok. Le cerveau humain a une particularité, c'est que quand il ne naît pas cerveau lecteur. C'est une particularité parce que l'écriture est apparue il y a 5400 ans. Vous voyez pourquoi ça va être long? Je reviens avec 5400 ans. L'écriture est apparue il y a 5400 ans, mais le temps biologique, ce n'est pas le temps de la modification de nos outils culturels. C'est un temps extrêmement long. Notre cerveau ne s'est pas transformé du fait de l'apparition de cet outil culturel qu'est l'écriture. Quand vous apprenez à lire, vous restructurez complètement votre cerveau. C'est un des apprentissages qui va le plus transformer votre cerveau. Si vous prenez un cerveau d'adulte lecteur et non lecteur, lettré et illettré, ils sont configurés de manière complètement différente, simplement parce qu'il y a eu acquisition de cet outil culturel et qu'il n'y a pas eu acquisition de cet outil culturel. C'est pour ça que c'est hyper difficile d'apprendre à lire. Apprendre à lire, si je vous rappelle quand même, c'est 3 ans pour devenir un décodeur expert, c'est-à-dire ne plus utiliser de ressources cognitives pour faire le décodage graphophonique. Okay. Et il faut 3 ans de plus pour être suffisamment à l'aise avec la compréhension du langage écrit pour devenir un lecteur expert qui comprend le texte qu'il lit. 6 ans. Hein. C'est extrêmement... Il n'y a pas beaucoup d'apprentissage aussi long que l'apprentissage, sauf évidemment l'apprentissage musical, mais en termes d'apprentissage scolaire fondamentaux, c'est extrêmement long pour acquérir cette compétence. C'est très très long, 6 ans. La particularité, c'est que pour être bon lecteur, il y a une chose que votre cerveau doit bien savoir faire, c'est bien reconnaître les lettres et les mots écrits. Ça paraît évident, c'est adaptatif. Si je reconnais hyper vite les lettres et les mots écrits, ça me donne un avantage pour faire du décodage graphophonique. Au début de l'apprentissage de la lecture, au moment où vos élèves rentrent en CP, qui commencent de façon plus systématique à apprendre l'association graphophonique, progressivement émerge dans le cerveau humain une région dans le système visuel qui va se spécialiser pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Elle n'existait pas avant l'apprentissage de la lecture. Vous apprenez à lire et la fabuleuse neuroplasticité du cerveau humain va faire émerger une zone experte pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits. On a d'autres zones expertes dans notre cerveau. Par exemple, on a une zone experte pour la reconnaissance des visages parce qu'on passe notre temps à devoir reconnaître des visages, reconnaître des émotions sur les visages. Et bien, de la même manière, l'acquisition de cet outil culturel va faire émerger
une zone experte pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Sauf que comme on a bricolé, alors en gros on allait récupérer des territoires neuronaux qui étaient dédiés plutôt à la reconnaissance des visages pour les spécialiser dans la reconnaissance des lettres et des mots écrits, bah ça vient avec un petit bug. Et le petit bug, c'est que ces régions, elles ont une propriété intrinsèque, c'est qu'elles généralisent en miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces régions, à l'origine, pour reconnaître les visages, elles ont sélectionné une propriété à travers la phylogénèse. C'est un peu plus compliqué que ça parce que ça donnerait, c'est un peu plus stochastique. Mais globalement, ces neurones, ils répondent de la même manière quand je vous présente mon profil gauche et mon profil droit. Donc c'est hyper adaptatif pour reconnaître des visages. C'est totalement délétère pour reconnaître un B et un D. Donc toute votre vie, à chaque fois que vous voyez un B, votre cerveau dit que c'est un D, et à chaque fois que vous voyez un D, votre cerveau dit que c'est un B. Et donc ce que vous avez appris à faire au cours de l'apprentissage de la lecture, c'est à inhiber la généralisation en miroir. C'est pour ça que vous ne faites plus d'erreurs pour reconnaître un B et un D. Ça m'a pris 5 minutes de vous l'expliquer. Je suggère que vous l'expliquiez à tous vos élèves. Non, je suis sérieux. C'est une des difficultés les plus grandes qu'ils rencontrent dans la reconnaissance des lettres et des mots écrits. Toute leur vie, ils mettront un peu plus de temps à reconnaître un mot parce qu'il y a un B, un D, un P, un Q dans ce mot. C'est bien qu'ils sachent un jour pourquoi ils ont cette difficulté. Pareil, quand ils sont en maternelle, quand ils écrivent de la droite vers la gauche ou qu'ils inversent les lettres majuscules, en fait, c'est parfaitement normal. C'est simplement parce qu'ils traitent les lettres comme des objets. Et effectivement, les objets, ils ne changent pas d'identité quand je les oriente dans l'espace. C'est bizarre, une lettre. Ça perd son identité si ce n'est pas orienté dans le bon sens. Ben ça se dit à un élève. De petites sections, de moyennes sections, de grandes sections, il n'y a aucune difficulté pour apprendre. Et il faut leur dire ça. Parce que c'est un mécanisme de compréhension de ce qui traverse. Ok. Qu'est-ce qui marche? Globalement, en maternelle, l'enjeu, c'est de développer... je vais y arriver. C'est de développer l'autorégulation. L'autorégulation, c'est quoi? La maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, ça peut être développé dans n'importe quelle activité. C'est-à-dire que si vous faites une activité avec des élèves de maternelle, le fait que vous leur demandiez systématiquement de ranger le matériel à la fin d'une activité, c'est déjà de travailler la maîtrise de soi. Sauf qu'on fait attention que ce ne soit pas toujours les filles. C'est tout le monde qui range le matériel. Ou à tour de rôle. Parce que sinon, vous développez l'autorégulation chez les filles, mais pas chez les garçons. Le fait, si vous avez une séquence de développement de la motricité, le fait d'aller dans la cour de récréation et de suivre les lignes qui sont tracées dans la cour sans sortir de la ligne, c'est développer les capacités d'autorégulation. Si vous leur apprenez à prendre leur tour de parole, c'est-à-dire de bien attendre avant de commencer à parler, et donc de reprendre les élèves de milieux sociaux favorisés quand ils vous coupent la parole en disant non, t'attends avant de parler, ça sera chacun son tour. Ça ne sert à rien de lever la main comme des ratés, vous aurez chacun votre tour de parole. Ça, c'est développer les capacités d'autorégulation. Et quand vous mettez ça en place en maternelle, globalement, à la fin de la maternelle, ça permet à ces élèves de développer des capacités d'autonomie dans leurs apprentissages qui sont beaucoup plus importants que des élèves qui n'ont pas bénéficié d'approches pédagogiques dans lesquelles on a renforcé les capacités d'autorégulation. Mais ça peut se travailler sur le temps du périscolaire. Je veux dire, quand ils jouent à 1, 2, 3 soleil dans la cour de récréation, ils développent l'autorégulation. Quand ils jouent à ni oui ni non, ils développent l'autorégulation. Quand ils jouent à Jacadi, ils développent l'autorégulation. On peut dire ça à des parents. Jouer de temps en temps à Jacadi, peut-être pas Jacadi, mais ni oui ni non. Sur le trajet, c'est vite emmerdant, ni oui ni non. C'est au bénéfice des capacités d'autorégulation des élèves. Donc on l'a décontextualisé, super, mais on n'oublie évidemment pas de le recontextualiser, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut redire aux élèves, bah, tu sais ce que tu as développé là, cette capacité à résister dans la cour de récréation, au fait de ne pas bouger quand ton camarade se retourne dans un 2-3 soleil, c'est exactement la même chose dont tu as besoin pour résoudre les problèmes arithmétiques avec ton plus verbaux, parce que ici, quand tu entends plus, tu as envie de faire l'émission. Vous voyez le principe? Bon, quand on a testé ça avec des enseignants, c'est pas en laboratoire, hein, c'est dans des salles de classe, des vrais enseignants qui déroulent soit une séquence dans laquelle on va faire appel à la métacognition des élèves pour qu'ils comprennent le rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages, notamment dans les situations de problème. Globalement, les classes qui font ça par rapport aux classes qui expliquent simplement la règle, ceux qui progressent le plus, après l'intervention et 8 semaines après l'intervention, c'est les classes dans lesquelles on a des approches plus métacognitives, dans lesquelles on va expliquer à l'élève d'où vient l'erreur et le rôle de ses fonctions exécutives. Ça, c'est pas du laboratoire, c'est de la salle de classe. C'est pour ça qu'il faut évaluer l'innovation pédagogique. Là, ça marche. Il y a plein d'autres choses qu'on a fait au laboratoire qui n'ont pas marché du tout. Mais comme on les a évaluées,
ben, on évite de les diffuser. Parce que l'autre problème qu'on a aujourd'hui, c'est que parfois, vous vous épuisez à faire des innovations pédagogiques dont on sait depuis 20 ans qu'elles ne fonctionneront pas. Donc en fait, moi j'essaye de militer pour qu'on ait une base de ressources pour vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non mais sérieusement, parce que c'est génial, votre innovation pédagogique elle est absolument formidable. Mais en fait, ne perdez pas du temps à faire des trucs qui ne fonctionnent pas. Le problème c'est qu'on n'a pas cette base de données, donc vous refaites des choses que sur d'autres contextes, on a déjà montré dans un contexte similaire que ça ne marche pas. Donc en fait vous êtes en train de perdre du temps et vous pourriez investir ce temps-là pour faire d'autres choses. Ok, bon, j'en finis. Alors là, il y a tous les trucs que je veux dire. Ouais, 150 milliards. Voilà, je voulais juste vous dire que vous pourriez vous dire, le second degré, ouais, mais bon, les fonctions exécutives, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les travailler? Ici, diapositive suivante. Toujours Margot Remo, elle a fait une étude, d'ailleurs, en partie dans votre académie, sur 1600 élèves de 6e, 1600 élèves de 4e, et elle a regardé quel était le facteur le plus prédictif de leur réussite au collège. C'est les fonctions exécutives. Bon, ben, cherchez pas, vous voulez travailler sur la réussite de vos élèves au collège et au lycée, ben, il faut développer les fonctions exécutives, y compris chez les adolescents, parce que c'est ce qui est prédictif du fait qu'ils aient des bonnes compétences en maths et en français. En gros, on a croisé les fonctions exécutives que nous avons évaluées chez ces élèves avec les évaluations nationales, et on montre que les élèves qui ont les meilleures performances aux évaluations nationales en 6e et en 4e sont ceux qui ont les meilleures fonctions exécutives. Et là encore, plus vous venez d'un milieu social défavorisé, moins vous avez des bonnes fonctions exécutives. C'est vrai aussi au collège et au lycée. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est évidemment aussi une réalité pour le collège. Et ça décline dans chaque discipline. Parce que je n'ai pas pris des exemples dans chacune des disciplines que vous pourriez vous dire, bon, pour le second degré, c'est moins important. Bon, éducation aux médias, je n'ai pas le temps. Ce sera pour une autre fois. Voilà, quelques slides que je vais sauter. Hop. Ah, voilà. Non, alors ça c'est pas ça. Hop. Allez, je finis là-dessus, rapidement. Ok. Les fonctions exécutives, c'est un enjeu. Pour pouvoir les travailler, il faut les décontextualiser. C'est ce que je vous ai dit. Déjà, il faut expliquer ce que c'est que les fonctions exécutives. Mais c'est vrai aussi d'expliquer ce que c'est que l'attention. Par exemple, vous allez passer, quand je suis un élève, je vais passer ma scolarité à avoir des enseignants qui vont me dire, mais enfin, soit attentif, soit concentré. Ouais, ok. Donc je fais quoi? Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas ce que c'est attentif, concentré. Donc, si vous voulez leur dire soit attentif, soit concentré, juste vérifiez bien qu'ils comprennent ce que vous attendez d'eux. Quel type de comportement vous attendez, quel type de compétences vous voulez qu'ils mobilisent. Donc ça s'explique de façon contextualisée ou décontextualisée. De façon décontextualisée, il y a plein de ressources qui existent. Nous, on a créé pour le collège, on est en train de faire la même chose pour le cycle 2 et pour le cycle 1, sur, en gros, enseigner aux élèves comment apprendre, on leur explique comment fonctionne, par exemple, l'attention, comment fonctionnent les fonctions exécutives. Ensuite, il y a évidemment un enjeu de les recontextualiser. Ça ne marche pas si vous expliquez juste ce que c'est que l'attention, la mémorisation, les fonctions exécutives. Il faut ensuite que ça prenne une réalité dans votre pratique pédagogique liée à ce que vous enseignez dans votre discipline, si vous êtes dans le second degré, ou dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Et pour faire ça, il faut faire appel à la métacognition. Il faut en gros développer chez les apprenants, quel que soit leur milieu d'origine, des connaissances et des compétences métacognitives. Qu'est-ce qu'on entend par connaissances? Ben déjà, c'est des connaissances sur eux-mêmes. Savoir en tant qu'apprenant qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai des forces et d'autres domaines dans lesquels je peux avoir des fragilités. Et il faut déjà que je puisse développer ça chez l'élève. Dire, ben, écoute, là-dessus, tu as des facilités, là-dessus, c'est peut-être un peu plus difficile pour toi, donc il faut que tu t'engages un peu plus l'attention, que tu sois un peu plus concentré, que tu arrives à faire abstraction des distracteurs, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est des connaissances sur les propriétés générales de la cognition. C'est là où le bas blesse. Qui, ici, a expliqué à ses élèves comment on mémorise les informations? Ça vous choque pas? En fait, vous ne pouvez pas espérer que les élèves infèrent la façon dont on mémorise des informations. C'est votre rôle de leur enseigner comment on mémorise des informations, puisque vous en avez besoin pour vos pratiques pédagogiques et pour qu'ils puissent acquérir vos compétences.
ils ne peuvent pas les inférer. En fait, ils ne les infèrent pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est les parents qui l'expliquent. Et c'est les parents qui ont fait des études. Donc c'est les parents qui viennent de milieux sociaux favorisés. Enfin, je veux dire, il ne faut pas chercher loin les inégalités éducatives. Elles prennent leur source là. Vous voulez qu'ils mémorisent des poésies en cycle 2? En cycle 1 des comptines? Vous voulez qu'ils soient en mesure de retenir les dates de l'histoire de France au collège? Ok. Ben, vous allez leur expliquer comment fonctionne la mémoire à long terme. Vous allez leur enseigner de façon très explicite des stratégies efficaces de mémorisation. Oh, c'est pas tout à fait nouveau, hein. On connaît ça à peu près depuis les philosophes grecs. La méthode des lieux, c'était déjà utilisé. On demande à l'élève de créer une image mentale d'un lieu qu'il connaît extrêmement bien et on lui dit de ranger les informations sur cette image mentale. C'est une stratégie, il y en a d'autres. On leur explique par exemple que la mémoire, et notamment la mémoire sémantique, celle que vous entraînez, c'est la mémoire des faits et des connaissances, c'est une mémoire par définition dans laquelle il y a de l'oubli associé. Que ce que vous apprenez un jour, vous n'allez pas tout retenir le lendemain. Donc, il faut réactiver ces informations. Donc, ça veut dire qu'il faut revenir sur cette information le lendemain. Et comme cette courbe de l'oubli, elle a une caractéristique et une forme particulière, il faut faire du rappel expansé. Donc, ensuite, il faut revenir sur cette même information 3 jours après, 1 semaine après, 3 semaines après, 3 mois après. Ah, je suis désolé, mais il va falloir changer en profondeur votre programmation pédagogique. Si vous continuez à avoir la même programmation pédagogique, vous allez avoir exactement les mêmes effets. C'est-à-dire, globalement, des élèves qui, chaque année, auront oublié ce qu'ils ont appris l'année d'avant. Et en fait, on dit tout le temps le programme est trop chargé. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a aussi des pratiques pédagogiques qui font qu'en fait, on remplit des sacs percés chaque année parce qu'effectivement, la programmation pédagogique, elle ne prend pas en compte les particularités de la mémoire humaine. Donc vous n'allez pas faire apprendre 5, 6, 7, 10 poésies dans l'année, peut-être que 3, mais c'est pas grave. Parce que vous serez assuré que tous les élèves l'auront mémorisé, qui seront capables de se souvenir de cette poésie 2 à 3 ans après. Parce que sinon, vous savez ce qui se passe sur les poésies. Ils les apprennent, ils les récitent, ils les oublient. Quel intérêt pédagogique? Zéro. Zéro parce qu'en plus, comme ils les ont mal apprises, parce qu'il n'y a pas ce temps de consolidation, sauf, dans les milieux sociaux favorisés. Moi, j'ai un petit garçon de 8 ans à la maison, on voit bien ce qu'on fait. Nous, on fait du rappel expansé. Donc il arrive, effectivement, relativement serein. Quand il doit réciter sa poésie, il peut même y mettre un peu d'intention, de la prosodie, contrairement à une partie des camarades qui annonnent la poésie, ce qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, si vous annonnez les poésies, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, donc en fait, il faut accepter de faire peut-être un peu moins, mais par contre d'accompagner beaucoup plus fortement les élèves, de telle manière à ce qu'ils puissent construire ces compétences qui relèvent de l'apprendre à apprendre. Une fois qu'ils les ont construites, pas de problème, ils pourront effectivement être beaucoup plus en autonomie. Mais vous ne pouvez pas espérer d'eux qu'ils soient directement en autonomie. Surtout que vous espérez ça d'eux en cycle 2, alors même qu'ils apprennent des choses extrêmement compliquées. En fait, on construit un système qui les met en échec. Et en fait, qui met en échec une partie de la population. Ok. Connaissance sur les tâches, savoir qu'il y a des situations problèmes, savoir qu'il y a des situations qui ne sont pas des situations problèmes. Quand je suis en situation problème, je fais attention. C'est exactement ce que vous dites. Dès que c'est une situation problème, je devrais avoir la vigilance épistémique de me dire attention, là, il va y avoir plus de ressources à mobiliser. Savoir qu'il y a certaines stratégies qui marchent bien dans un contexte, pas forcément dans un autre. Je peux comparer les nombres entiers en faisant plus il y a plus il est grand, mais je ne dois pas le faire sur les nombres décimaux. Okay, ça, c'est des connaissances métacognitives. Et puis, il y a les compétences métacognitives. Ça, vous le faites déjà un peu. C'est-à-dire que vous construisez vos activités entre avant, après, avant, pendant, après. Mais il y a 2 problèmes. D'une part, vous n'avez jamais le temps de faire l'après parce que vous avez prévu trop de choses, alors que c'est le moment critique. C'est évaluer ce qu'on a produit. Est-ce qu'on a produit ce qu'on voulait produire? Est-ce qu'on a appris ce qu'on voulait apprendre? Et puis, dans la phase avant, l'idée, c'est réellement de travailler avec l'élève sur la compréhension de l'objectif de l'activité, et encore une fois, en termes de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut apprendre. Et ça, c'est critique, ça doit être dissocié systématiquement. Il doit comprendre ce que vous voulez lui faire apprendre, parce qu'il ne peut pas l'inférer lui-même. Donc il faut que ce soit totalement explicite. Voilà ce que tu vas faire,
Voilà ce que je veux que tu apprennes quand tu fais cette activité-là. Quelle stratégie tu peux sélectionner? Dans un premier temps, on lui donne la stratégie. Il n'a pas encore la capacité de la mobiliser ou de trouver la bonne stratégie. Quand il est très novice dans une activité, on lui donne la stratégie à appliquer. On lui dit, ben voilà, première étape, il va falloir faire ça. Deuxième étape, il va falloir faire ça. Troisième étape, il va falloir faire ça. Et puis, comme vous voulez éviter de surcharger sa mémoire de travail, ben en fait, les 3 étapes, peut-être que je les laisse au tableau la première fois, de telle manière à ce qu'il puisse s'y référer. Puis pendant l'activité, on s'arrête et on lui dit, alors c'est bon, t'en es à quelle étape? Deuxième, troisième, tu arrives, tu as une difficulté, regarde, tu peux regarder ton camarade. Lui, il a peut-être fait un peu différemment pour la deuxième étape. Est-ce que tu peux t'en inspirer? Est-ce que tu peux changer de stratégie si tu es passé directement à l'étape 3 et qu'il fallait d'abord passer par l'étape 2? Okay? Et à la fin, faire le bilan de ce qui a été appris, pas simplement de ce qui a été fait. C'est pas t'as bien fait. C'est inefficace comme feedback. Vous ne donnez rien à ce moment-là à l'élève. C'est qu'est-ce que tu as appris, comment tu pourrais faire différemment pour mieux apprendre la prochaine fois. C'est ça un feedback pertinent. Tout le reste des feedbacks, ils ne servent à rien. Je veux dire, mettre 7 sur une copie à un élève, ça ne l'a jamais aidé à progresser. Jamais. En plus, c'est contre-productif sur le long terme, parce que si j'ai 7 toute l'année dans une discipline, en fait, j'ai progressé. Parce que mes attendus à la fin de l'année, ils ne sont pas les mêmes qu'au début de l'année. Mais moi, en tant qu'élève, comment je suis capable de le comprendre? Impossible pour les élèves de comprendre. Donc on fait des feedbacks qui sont inefficaces. Alors que la seule chose que vous pouvez avoir pour progresser, c'est les feedbacks. Donc prenez du temps sur les feedbacks. Et globalement, un feedback, c'est ce qui se passe avant l'activité. Tu dois apprendre cela. Feedback, c'est qu'est-ce que tu as appris. Feed forward, c'est comment tu vas faire la prochaine fois pour apprendre ce que tu devrais apprendre. Si vous ne faites pas ça, vous ne les mettez pas en situation de pouvoir apprendre dans la situation d'apprendre. Ok. Bon, je vais juste vous montrer que ça a du sens de faire ça. Je vais juste vous présenter une étude. Et là, j'ai encore laissé la faire de travail. Bon. Je récupère des slides et à chaque fois, je sais qu'il y a une faute d'orthographe. J'oublie de corriger la faute d'orthographe. Alors, ok. Ça, je vais vous l'envoyer. C'est... Enfin, je vais vous envoyer la diapositive suivante. Ce qu'on a fait depuis 3 ans, on travaille dans l'Académie d'Aix-Marseille, en maternelle, et on essaye de changer les gestes professionnels des enseignants pour qu'ils utilisent des gestes professionnels qui puissent développer la métacognition. On a obtenu de l'Académie d'Aix-Marseille de récupérer 18 heures de formation pour les élèves de maternelle. Pour les profs de maternelle. On a formé 22 profs de maternelle, 22 profs se sont inscrits pour la formation, et on leur a fait la formation l'année suivante. Ça constitue notre groupe témoin. D'accord? Et on les forme pendant 18 heures et on évalue avant, après, en début d'année, en fin d'année, les gestes professionnels des enseignants. On allait dans chacune des classes, observer les gestes professionnels des enseignants autour de la fréquence avec laquelle ils utilisent les gestes autour de la métacognition, dans les classes qui sont formées et dans les classes qui ne sont pas formées, avant et après le dispositif. C'est comme ça que se fait l'évaluation, l'innovation pédagogique. Et puis on allait regarder chez les enfants. Est-ce qu'ils développent les meilleures compétences métacognitives pour ceux dont les enseignants sont formés à la métacognition, et est-ce qu'ils ont développé des meilleures compétences dans le domaine langagier et dans le domaine mathématique. Et avant de commencer la formation, on donne aux enseignants les gestes professionnels qui sont attendus à la fin de la formation. Ça change tout. Donc on leur donne les gestes, on leur dit, en fait c'est ça qu'on aimerait vous aider à mettre en place à l'issue de la formation. Okay? Donc c'est des gestes liés aux personnes, à soi, aux conditions, aux tâches et aux stratégies. Je vous laisserai les... J'ai eu pas le temps, mais je vous les laisse. D'accord? Donc je vous enverrai les slides. Donc pas de problème, vous pouvez diffuser les slides. C'est ça. Ouais. En fait, vous explicitez. Ouais. En fait, vous explicitez ce qu'on demande d'expliciter aux élèves. Là, Exactement. Ça, on l'a jamais eu en fait. Quoi? Ouais. Ça... Non, vous l'avez jamais eu. Et donc, du coup, en fait, voilà, là, vous nous explicitez, enfin, là, vous n'avez pas le temps de faire, ce qu'on va expliciter aux élèves ensuite, enfin, exactement. La manière de faire. Ouais. Tout à fait. C'est exactement ça. Ce que vous avez évidemment jamais fait dans votre système, dans le temps que vous avez passé dans le système éducatif. Et comme, je vais le dire, mais généralement vous avez tous été des bons élèves, vous ne voyez pas tout à fait les difficultés que peuvent traverser les mauvais élèves. Moi je peux vous le dire parce que j'étais mauvais élève pendant toute ma scolarité. Pas, ça vous donne en fait un tropisme un peu différent sur la problématique scolaire. Ok. Ça c'est les compétences métacognitives, je vous les laisse regarder, vous verrez qu'en fait c'est juste tout simple, hein, j'explicite les différentes étapes de l'activité si besoin attire l'attention des élèves sur les difficultés qui pourraient se présenter.
vous avez raison, c'est purement de l'explicitation, mais c'est de l'explicitation non seulement de la tâche en cours, et c'est là où ça diverge un tout petit peu avec la pédagogie explicite, c'est aussi l'explicitation des processus cognitifs et socio-émotionnels qui sont mis en jeu dans la situation. C'est pas du tout exclusif l'un à l'autre avec ce que va vous dire Steve. Steve va vous dire des choses similaires, mais plus centrées sur l'activité. Nous, on est sur la métacognition comme l'idée que, une fois qu'on a développé ces compétences métacognitives, elles sont transférables. C'est en gros, vous commencez par la pédagogie explicite, et puis vous continuez sur la métacognition de telle manière à ce que ce soit transférable, et que l'élève, ensuite en autonomie, puisse mobiliser ses compétences métacognitives. C'est ça qu'on veut à la fin. On veut qu'il soit en mesure de le faire tout seul, de se dire avant l'activité, bon, j'ai besoin de quoi comme matériel pour faire cette activité? Quelle stratégie je vais utiliser? Ah tiens, je me rappelle que dans une tâche un peu similaire, je vais utiliser tel type de stratégie. Est-ce que je suis capable de l'utiliser? C'est plutôt ce qu'on va attendre en cycle 3 et en cycle 4. Ok. Très rapidement, ça c'est les pratiques, la fréquence des pratiques métacognitives avant l'intervention. C'est une bonne nouvelle, elles sont très peu présentes en maternelle. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas encore essayé. On a essayé plein de trucs, ça c'est pas encore beaucoup diffusé dans les pratiques pédagogiques. C'est à l'exclusion de tout ce qui est enseignement spécialisé où c'est déjà très présent. Mais globalement, pour l'instant, c'est peu présent en maternelle. Et en bleu, vous avez le groupe qui est formé pendant 18 heures à la métacognition. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'issue du dispositif, ils utilisent plus de gestes liés à la métacognition. Donc c'est une bonne nouvelle. On a une formation qui a changé un peu les gestes professionnels. C'est dur de changer les gestes professionnels quand on est un professionnel qui, depuis 10, 15, 20 ans, utilise des gestes professionnels. En fait, c'est un peu dur de changer de gestes professionnels, donc on n'est jamais sûr qu'on a réussi à changer ces gestes professionnels. Donc quand on parle d'évaluation de l'innovation, c'est aussi ça qu'il faut regarder. Vous pouvez avoir la meilleure innovation pédagogique du monde, si les enseignants ne changent pas la façon dont ils utilisent l'outil que vous avez construit, et ça a une implication sur leur geste professionnel, vous n'aurez aucun impact sur les élèves. Ça passe toujours par les enseignants. C'est ce que certains de mes collègues n'ont pas compris. Ok. Alors, ensuite, on va regarder ce qui se passe chez les élèves. Est-ce que ça se transfère chez les élèves? Oui, en fait, ça se transfère. C'est-à-dire que les profs qui ont été formés à la métacognition, ils utilisent plus de pratiques métacognitives et ça développe la métacognition chez les élèves. Plus chez ceux dont les profs sont formés que pour ceux dont les profs ne sont pas formés. Et ça, c'est le plus important. Ça marche le mieux pour les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Et ça, c'est l'élément critique. Travailler la métacognition, travailler la pédagogie explicite, c'est pour ceux qui en ont le plus besoin que ça fonctionne. Et c'est ça le point central, c'est que ça fonctionne le mieux pour ceux qui en ont le plus besoin. Je finis sur cette dernière diapositive, parce que je sais que vous avez des ateliers, et après, je m'arrête, je vous promets. Il y a un transfert sur les compétences mathématiques, alors même que nous, on a formé les enseignants à la métacognition, les enseignants ont réexploité ces pratiques pédagogiques dans le cadre des activités maths, et ça fait plus progresser leurs élèves, et notamment ceux qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Donc on a réduit les inégalités dans le domaine de l'acquisition d'un apprentissage scolaire fondamental, l'acquisition des premiers outils mathématiques. Pour l'instant, sur cette expérience-là, on n'arrive pas à montrer d'effets aussi marqués sur le langage oral. Une des explications qui est en fait fournie par les enseignants, c'est qu'en maternelle, c'est plus difficile pour eux d'avoir des procédures systématiques dans le domaine de l'acquisition du langage oral, et donc c'est plus difficile pour eux de mettre en place la métacognition. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça veut juste dire qu'ils ont eu moins de facilité à le mettre spontanément en place, d'où le fait que ça a eu moins d'effet. Et donc il y a un véritable enjeu à travailler la métacognition du cycle 1 jusqu'à la fin du lycée, parce que c'est un vrai vecteur de réduction des inégalités. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.